Tu peux croire intensément, ça ne marche pas. Mais quand même, la personne qui croit intensément que c'est possible va vivre mieux. C'est des mots pour te faire passer à l'action. Okay. Parce que le vrai but du copywriting, c'est de juste te faire passer à l'action. Ça peut être te faire t'abonner à une newsletter, ça peut te faire cliquer sur un bouton. Okay. Toutes les décisions qu'on prend, elles sont émotionnelles. Il n'y a aucune décision qui est logique. Hein. On se dit toujours on prend des décisions logiques et tout, mais en vrai, la décision, elle est d'abord émotionnelle et on la justifie par la logique. Oui, parce que c'est une zone en fait qu'on doit y être au moment pour pouvoir se régénérer, gagner une certaine énergie, en fait, se retrouver avec soi-même. Et par moment, il faut y sortir pour pouvoir voir et agrandir cette zone de confort-là. Je commence par faire de l'affiliation. Ça veut dire que je vendais des produits dématérialisés d'autres personnes et je percevais une commission à l'époque. En fait, quand tu n'as pas les moyens, tu dois apprendre à faire de tout, quoi. Les 20% qui vont, le petit peu qui va t'apporter le plus de résultats. Tu dois optimiser. Mais néanmoins, une IA ne sera toujours aussi performante que par rapport à la personne qui pose des questions. La capacité la plus intéressante à développer, c'est la capacité à apprendre des choses. Un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Avec Vincent, éclaté. Donc du coup, quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve d'enfant? Tu voulais devenir quoi? Ça a commencé là. Mais alors, on va commencer par parler des tout précédents qu'on a fait. Donc là, c'est le troisième épisode de ETLAJ. On avance. On avance. On avance. Bon, là, le premier épisode n'est même pas encore sorti dans les bacs. Il va pas tarder. Oui. Au moment où, de toute façon, nos auditeurs verront cet épisode, il sera déjà dans les bacs. Ouais. Et comme je te disais, je me suis couché à 4h du matin. C'est toi qui es à la charge du montage. Non, mais c'est parce que c'est le temps de faire, de prendre la prise en main. Des logiciels, Comme j'utilise le logiciel DaVinci Resolve. Donc, le temps de bien apprendre à maîtriser certaines choses. Là, il y a une chose en particulier que je voulais faire et que je ne trouvais pas comment faire. Ça a pris un peu de temps. Et du coup, tu aimes faire ça, en fait? Oui, ça va. Hein. Tu prends plaisir à faire cela? Ça va. Ça va. C'est un côté artistique. Tu vois, et j'aime bien de toute façon, de manière générale, c'est artistique. Même toi, si tu le faisais, j'imagine bien. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a un côté technique, peut-être le temps de prendre la main, mais après, quand tu vois ce que tu peux faire avec au niveau artistique, faire des montages, des petits trucs sympas, voilà. Donc, la dernière fois, on a parlé de Jordi. C'est ça. Et Jordi m'a dit, aujourd'hui, on parle de Vincent. Mais oui. Il faut que tu nous parles de toi, de qui tu es, et puis ce qui t'a mené à être toi aujourd'hui, quoi. Et puis, après... comme tu dis, comme on a dit, ce sera un échange ouvert. Et puis, voilà. Hein. Oui, bien sûr. Bon, l'important toujours, c'est qu'il y ait des petits trucs à prendre pour ceux qui regardent, si ça peut les aider à soit se remettre en question, soit relativiser des situations ou être inspiré pour certaines choses. Voilà, on ne demande pas d'être identifié à notre vécu, puisque chacun a son vécu. Mais après, il y aura peut-être des similitudes ou des manières qu'on a pu... rebondir et qui peut aider nos auditeurs à se dire peut-être que finalement ma situation je n'avais pas vu dans cette optique-là, je peux la voir comme ça et ça me paraît peut-être faisable actuellement, quoi. Je vais juste éviter des choses peut-être personnelles où j'ai pas l'autorisation de certaines personnes pour en parler, mais à part ça, je vais essayer de jouer le jeu, d'être le plus transparent possible. Bon, j'espère qu'un jour vous pouvez venir avec nous pour qu'on puisse parler de vous, de votre vécu, et si vous voulez échanger sur une chose qui vous a fait évoluer dans vos vies, vous serez les bienvenus. Ouais. Je te laisse la main, puisqu'on parle de Vincent, mais vas-y, du coup, je te laisse mener la danse. Hein. Oui. Bon, on va commencer avec ton plus jeune âge.
Ok. À savoir ce que tu avais envisagé de faire après des études, du moins pendant tes études, les plus jeunes études, collège, lycée. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire et est-ce que pour toi, tu as concrétisé cela, quoi? Ok. Bon, alors, on va aller loin. Ok, donc au départ, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Alors, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, je crois, j'en ai parlé, que quand j'étais petit, tu te rappelles, je voulais être vétérinaire. Oui. Ça, c'était le truc dont je me rappelle. Parce qu'on est petit, on veut faire plein de choses. C'est ça. Mais en tout cas, je me rappelle que je voulais être vétérinaire. Donc, si je me rappelle aussi bien, c'est que c'est tout qui m'avait marqué parce que j'ai toujours aimé les animaux jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais c'est beaucoup plus prononcé vraiment avant. Je voulais en faire ma passion. Après, j'ai dit à ma mère quand j'étais petit que je voulais faire un métier où je pourrais lui acheter une Ferrari. D'accord. Donc, je voulais lui offrir une voiture Ferrari. Je disais ça petit. Peut-être que j'avais 5 ans. Je disais, ouais, je vais t'offrir une Ferrari. Donc, quel métier, je ne sais pas. Et pourquoi rouler en Ferrari? Pourquoi? Non, mais pour moi, c'était un symbole de... Tu sais, la vie était difficile pour elle parce que c'était une femme intelligente et qui se battait dans la vie, qui se levait tous les matins, vraiment battante, mais qui vraiment, je ne sais pas si on peut parler de chance ou de pas chance, mais tu sais, il y a des personnes qui se battent beaucoup et ça n'aboutit pas. Oui. Et souvent parce que, dans son cas, c'est parce que beaucoup de personnes lui mettaient des bâtons dans les pieds parce qu'il y avait beaucoup de jalousie. C'est pas parce que c'est ma mère, mais comme c'était une femme qui rayonnait beaucoup, ça crée beaucoup de jalousie, notamment d'autres femmes. Et donc, dans tous les métiers où elle allait, où elle arrivait un peu à évoluer, tôt ou tard, il y avait toujours un truc qui se passait qui faisait que, voilà. Et elle en souffrait beaucoup de ça. Donc, moi, c'était un peu le symbole de la réussite. Tu vois, tu offres une belle voiture. Ouais. C'était un symbole. Pour la remercier, pour la féliciter. La remercier de tout ce qu'elle faisait. Ensuite, quand je suis entré au lycée, j'avais des facilités dans tous les domaines. C'est-à-dire que, déjà, j'ai jamais aimé l'école. Ouais. Donc, la maternelle, je m'échappais de la maternelle. Ah ouais? Ouais, je m'évadais. Les enfants qui nous regardent, faut pas faire ça. Donc, je m'évadais. Il y avait des petits carreaux sur les murs. Tu sais, quand les murs ont fait des petits mosaïques, là. Et en fait, je montais dessus et je sortais. Et j'allais rejoindre ma sœur qui était au primaire, à côté. Ou alors, des fois, je partais dans la rue. Et comme tout le monde connaissait, enfin, il y a plein de gens qui connaissaient ma mère. Donc, il y a des gens qui me tenaient et qui me ramenaient. Okay. Soit pour ma mère ou soit pour l'école. Donc, j'ai jamais aimé l'école. Ça, d'accord. Voilà. Mais j'avais des facilités. Ça veut dire que je vais passer tout le cheminement. J'ai jamais vraiment forcé à l'école. Et c'est pas un bon exemple. Mais c'est le problème où des fois, quand tu as des facilités et que tu n'as pas de challenge vraiment, tu as tendance à... Ouais, l'école n'était pas adaptée en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Et les rares professeurs que j'ai réussi à adapter, c'est ceux qui me donnaient plus de choses à faire. Okay. Je prends l'exemple d'un professeur que j'avais en sciences. Je ne me rappelle plus, c'était en biologie. Qui en fait, en maths aussi, ça arrivait. Qui, comme j'avais toujours fini avant tout le monde, qui me mettait à côté de lui sur son bureau. Alors, je reprends. Il me mettait à côté de lui sur son bureau parce que j'avais fini avant tout le monde et je donnais les réponses à tout le monde. Donc... Tu te faisais pas rémunérer, j'espère. Non. C'est les potes, c'est les copains. Ouais, non, donc, rigole. je donnais les réponses à tout le monde. Donc, du coup, il me mettait à côté de lui et il me donnait 2 devoirs au lieu de m'en donner un. Et il me donnait toujours le challenge. Il me disait... Si tu as 20 dans les 2, ça va compter avec un coefficient plus élevé. Mais bon, il m'a arnaqué puisqu'à chaque fois, j'arrivais à avoir 20 dans les 2. Mais bon, c'est un seul 20, quoi. Voilà. Mais tu vois, il me challengeait. Okay. Ça aussi, il faudrait qu'on voit sur les systèmes éducatifs, en fait, par rapport au système normal que l'on connaît, les écoles publiques. C'est vrai que nos parents ou notre entourage proche n'a pas les moyens de nous offrir les écoles privées avec les professeurs privés, mais que voilà, c'est pas adapté à tous, quoi. Ce système éducatif qui... C'est clair. C'est clair. Donc, je mens pas, hein, j'ai fait beaucoup d'écoles buissonnières, notamment au lycée. Au lycée, pendant l'année du bac, j'allais à la plage quasiment tous les jours au lieu d'aller... On va couper tout ça. Non, il y a prescription. Parce que justement, avec le recul, je suis bien placé pour dire que ce n'est pas la bonne chose à faire. Certes, j'avais des facilités, mais en vrai,
quand on a des facilités, il faut pousser. Il ne faut pas rester sur les acquis, le fait que c'est facile et tout. Parce que honnêtement, je n'aimais pas l'école, donc j'allais à la plage tous les jours parce que je m'ennuyais à l'école. Et quand le bac arrivait, la veille de chaque matière, j'apprenais les livres. Donc je prenais les manuels des matières et en fait, je les apprenais parce que j'avais quasiment jamais suivi des cours pendant l'année. Et après, je suis passé avec une mention, mais tu pouvais faire plus, quoi. Je pouvais faire mieux et pendant toute l'attente des résultats surtout, je pensais vraiment que je l'avais pas, donc j'étais en mode de... D'accord, tu stressais. Je stressais parce que je voulais surtout pas rester une année de plus au lycée. Mais le gros stress aussi, c'est que c'était très stressant d'apprendre les manuels la veille de chaque matière. Donc je dormais quasiment pas et c'était une très mauvaise expérience. Et j'ai des amis qui m'ont fait la tête quand j'ai eu mon bac. Avec la mention. Parce que des fois, tu vois, j'ai une très bonne amie, comme elle est au rattrapage, tu vois, donc elle m'en voulait et tout machin. Donc même vis-à-vis des autres, c'est pas non plus sympa d'avoir des gens qui forcent. Non, je sais, c'est pas dans la comparaison, mais tu vois, c'est pas parce que tu as des facilités qu'il faut... Oui, mais à ce moment-là, en fait, là, on parle de la jeunesse, quoi. Là, on fait des choses qui ne sont... Si on n'a personne derrière nous pour pouvoir nous cadrer un petit peu... je ne dis pas qu'il n'y avait pas tes parents et tout, hein, mais qu'il n'y avait pas cette image, on faisait ce qu'on voulait en fait. Ouais. Comme ça venait, on ne réfléchissait pas après les conséquences c'est ça. ni la suite. Ben, ma mère, pour en parler, c'est que juste qu'elle ne savait pas. Oui. Elle a su après. Oui. Mais moi, je partais le matin habillé pour aller à l'école et c'est soit j'allais à la plage directement, ou soit je me cachais, j'attendais qu'elle parte. Et pour rentrer chez moi. Hein. Donc, c'était un niveau... Bien encore. Voilà. Bon, voilà, j'ai dit, j'essaie la transparence. Oui, bon, transparent. C'est pas dit que je suis fier de ça, mais j'essaie la transparence. Et à part ça, donc ensuite, j'ai eu le bac et j'ai fait un bac lettres et arts. Donc, un bac lettres et arts, puisque justement, j'étais très doué en arts, notamment le dessin. Et j'ai passé donc des concours pour des écoles d'art. Ouais. Et je suis sorti major dans l'un des concours. Et on me donnait une bourse, mais du fait que je ne connaissais pas le montant de la bourse, en fait, au moment où il fallait faire les inscriptions et tout ça, c'était pas encore clair. Et je voulais pas être une charge supplémentaire pour ma mère, pour qui c'était déjà difficile. Ma sœur était déjà partie. Et je voulais pas la laisser seule. Du coup, j'ai préféré faire autre chose que j'aimais, c'est du sport. Comme j'étais bon en sport aussi, hein, j'avais des facilités dans ça aussi, donc du coup j'étais en STAPS. Okay. Ça me plaisait bien, voilà. STAPS, c'était encore une autre période, c'était très intéressant. Et la première année en STAPS, c'est une année éliminatoire. C'est-à-dire la première année, tu as plein de monde. Ouais. D'accord. Vous êtes 300, enfin, je ne sais plus combien on était, mais vraiment beaucoup de monde. Okay. Au cours de l'année, ça, franchement, en tout cas à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Ouais. Au cours de l'année, tu te rends compte que ça s'épure énormément. C'est une sélection même qui est faite au niveau de l'école ou c'est non, c'est tellement en fait. Ok, c'est tellement demandant. Je ne veux pas dire éprouvant, demandant parce que tu penses que tu viens faire du sport. Mais non. Mais en vrai, tu fais... on avait plus de 30 matières. Ça veut dire qu'on faisait beaucoup de sport et beaucoup de matières. Ça veut dire tu as de l'histoire, de la sociologie, de la biologie, de l'anatomie, la physiologie. Physiologie, tu vois, tu as plein de trucs. Sociologie, je ne sais pas si je l'ai dit. La réglementation et tout. Voilà, tu as plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont désillusionnées, qui sont venues en ce moment en disant je fais plein de sport. C'était quasiment mon cas en fait. Hein. T'as fait STAPS? J'ai pas fait STAPS, mais c'était. J'ai fait. Je voulais faire une licence STS, sciences techniques et santé. Moi, je m'attendais, quand on m'a présenté la licence, de la biologie, tout ce qui a trait en fait à la biologie, que ce soit animale, végétale et autres. Et je me suis retrouvé avec pas mal de matières qui n'ont rien à voir en fait avec ça. Je suis parti, je suis pas resté. Tu as décroché? Ah bien oui. Ça ne correspondait pas à tes attentes? Finalement, non. Ouais. Finalement, non. Et à côté de ça, tu fais beaucoup de sport. Et tu te retrouves dans des situations, en tout cas ma situation, parce que chaque personne a une situation différente. Ma situation, c'était que je devais courir. Par exemple, je donne un exemple, hein, je cherche. Courir, aller au Krebs, faire de l'athlétisme, de 7h à 9h.
On t'a dit de 9h à 11h, tu as natation à côté à pied. Hein. Toujours au Krebs. Non, Non. c'était pas au Krebs. Tu vas à la piscine intercommunale des Abîmes. Ok. Et tu ne tenais pas compte du laps de temps que vous aviez? Non, on te libérait 10 minutes avant. Hein. Et donc, tu es à pied. Moi, je prends mon cas. J'étais à pied. Donc, on s'arrangeait des fois avec ceux qui ont des voitures, on prend des stops et tout. Mais quand tu es à pied, tu cours. Ok. Tu as fini là. Tu prends tes affaires. Tu cours aller prendre un bus pour aller prendre plusieurs bus s'il le faut pour aller dans l'autre activité. Ouais. Alors, peut-être que ça a évolué depuis. Parce que c'est vrai qu'en STAPS, tu vas dans des universités en France, ils ont tout au même endroit. Ouais. Ils Des ont la complexes, piscine. Voilà. ouais, Mais complets, nous, en quoi. Guadeloupe, c'est pas le cas. En tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Ok. Et donc, tu devais courir. Les STAPSiens de l'époque vont se rappeler de ça. Tu devais courir dans l'autre matière, l'autre discipline. Et genre 9-11, tu as natation. Et de 11 à 13, tu dois revenir sur Fouilleul pour faire du football. Sous le soleil de 11 à 13. Donc, D'accord. tu vois, c'est un exemple de choses qui font que il y a plein de gens qui abandonnaient. Et après ça, L'après-midi, en salle en réglementation, tu as passé toute la journée à courir. c'est ça. Et genre l'après-midi, tu as de la théorie. Et frère, tu dors. Ah, mais c'est clair. Hein. Après une Non, mais le journée pire, comme c'est ça, pas. Non, mais le pire, c'est pas les. l'effort physique. Non, c'est pas les conférences. C'est pas les cours magistraux. Le pire, c'est quand tu es en TP. Tu vois, en TP, tu es dans une salle. Et une salle, quoi. De cours En normal, réduit. quoi. Voilà, en réduit. Et tu es là. Donc, en fait, tu dors, mais ça se voit. Parce qu'en cours magistral, tu dors, bon, Il y a tellement- à moins que tu ronfles. C'est pas gênant pour la salle. Ouais, Mais l'après-midi, tu as les TP. Et là, c'est amusant. ok. Mais t'es jusqu'au bout, la licence. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est la période où justement ma mère a fait. Je trouvais ma mère chez moi quand je suis rentré. Ok. Elle a fait un AVC. Et donc, un jour, j'avais examen. En fait, je me suis levé le matin, je suis parti en examen. Et quand je suis retourné chez moi, j'ai trouvé ma mère en AVC. Et depuis, tout a changé parce que. D'accord. Voilà. Et donc, ça a été très compliqué. Jusque-là, ça a été. Première année, je ne me rappelle plus. Deuxième année. Je sais qu'il y a une année, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième. Donc, c'est le DUG. Je m'étais blessé. Donc, j'avais un plâtre au volleyball. Ok. Et j'avais un plâtre. Ah, tu joues au volley. Je fus, Ah, d'accord. même si je préfère beaucoup plus le beach volley. Mhm. Donc, j'avais un plâtre et j'avais pas passé des examens, je me rappelle. Donc, les professeurs m'avaient mis 0 pour que je puisse aller au rattrapage, pour que ce ne soit pas éliminatoire. Et je devais donc repasser des matières au rattrapage. Mhm. Et j'avais fait l'impasse sur pas mal de choses. Ok. Alors, j'avais passé l'athlétisme, c'était le triple saut. Donc, j'avais ajouté 1 mètre à chaque saut. C'est amusant, comme on n'avait jamais fait en entraînement. Du coup, j'ai fait le premier saut. Bon, j'ai fait une distance. Le deuxième saut, j'ai fait 1 mètre de plus. Le troisième saut, j'ai fait 1 mètre de plus et le gars, il était là. Mais en fait, tu rajoutes 1 mètre à chaque saut. Donc, si on te donne le temps, tu vas aller à chaque fois 1 mètre plus loin. Donc, ça avait été. Et j'avais fait l'impasse sur plein de matières. Ok. J'avais choisi une à très fort coefficient. Pour pouvoir attraper les autres, quoi. Voilà. Et je me suis dit, si cette matière-là, ça passe. Ça passe, ça passe. Et tu sais, tu dois choisir à l'avance tes matières que tu vas au rattrapage. Ok. J'ai fait un pari, je me suis dit non, Ouais. franchement, j'ai pas pris les autres. Donc j'ai gardé des zéros volontairement. Alors à l'époque, c'était pas éliminatoire. Je sais qu'après, ça avait changé et que je crois que quand tu avais des notes en dessous de certains montants, c'était éliminatoire. Mais Ok. je sais plus comment c'est aujourd'hui. Et donc je me rappelle plus ce que j'avais pris. Je crois que c'était justement sur l'anatomie où tu avais tous les os. Ouais. Tu devais Physiologie connaître et tout. tous les os du corps plus, mais c'était pas que ça. Je crois qu'il y avait de la myologie aussi. Donc les muscles. Tu devais connaître les os, les muscles, leur insertion et leur fonction. Ça veut dire, est-ce que c'est de la supination? Est-ce que ce muscle-là, ça l'aide à la supination, à la pronation, à l'extension, à la contraction? Enfin, voilà. J'avais pris ça, j'ai fait l'impasse. Je me rappelle, j'avais eu 20 ou 18, je ne me rappelle plus. Je crois que j'avais eu 20. Ok. Ou 18, je sais plus. Et du coup, ça m'a fait plein de points au-dessus avec le gros coefficient. Ouais. Et donc, c'était passé. Ensuite, la licence, ma mère était déjà tombée malade, donc c'était compliqué. Donc, j'ai fait une licence. Je l'ai passée quand même, mais du coup, j'étais étudiant. Je travaillais en même temps. Ma mère était encore à l'hôpital. En fait, depuis qu'elle est malade, elle est toujours restée dans des hôpitaux pendant 10 ans Ok. ou dans des centres. Au départ, elle était dans le coma. Donc, au départ,
J'avais arrêté d'aller un moment. J'allais à l'hôpital. Les choses sont un peu floues. Je ne vais pas essayer d'inventer. Non, pas de problème. On va dire, j'étais étudiant, je travaillais et je m'occupais de ma mère. Ok. Parce que je devais aussi m'occuper, même si elle était à l'hôpital, mais il fallait que je fasse le lien. Parce que quand elle s'est réveillée, elle a eu ce qu'on appelle le syndrome lock-in, enfermé dans ton corps. Ça veut dire qu'elle avait toute sa conscience, Elle ne pouvait pas être à l'extérieur, quoi. mais Elle qu'elle pouvait pas- s'exprimer qu'avec ses yeux. Ok. Et pour faire le relais, on avait en fait une technique que l'hôpital nous avait donnée, qui était en fait, on avait un alphabet avec des lignes, et sur chaque ligne, il y avait des lettres. Ok. Et donc, je lui disais première, deuxième, troisième, donc c'est les lignes. Hein. Et elle, Ça me- clignait elle ouvrait parfois. les yeux pour me dire oui. On gardait les yeux fermés. Elle ouvrait les yeux pour me dire c'est la bonne ligne. Elle refermait les yeux. Et ensuite, je lui disais par exemple les lettres R, S, M, T. Et si c'est le T, elle ouvrait. Ok. Et donc au départ, on avait un petit cahier, On on notait. faisait. Et puis Ok. au fur et à mesure, on avait développé une capacité à le faire de tête. D'accord. Donc on le faisait de tête rapidement. Et puis tu sais, rapidement, je prenais l'habitude d'associer les mots. Donc même si elle me disait 2 lettres, rapidement, je pouvais proposer des mots pour aller plus vite. Donc je faisais le relais avec les médecins. Ce qui fait que donc souvent aussi, il fallait que je sois là et tout. Donc, tu as été au bout de ta licence et de ton doc. Oui, et master. Et master, du coup. Ouais, j'ai fait 2 masters. Ok. Parce que j'ai fait un premier en sciences de l'éducation. Mhm. Ça correspond en fait à quand tu veux être enseignant. Ouais. Et ensuite, j'ai fait APA, activité D'accord. physique Physique adaptée. adaptée. Voilà, c'est D'accord. ça. Parce qu'après, ça correspondait à toutes les personnes qui ont des handicaps Ouais, ou des, ouais, des ouais. pathologies particulières. Et ça me plaisait bien, donc j'ai fait ça. Ok. Après ça, j'ai passé à distance un diplôme qui équivaut un peu à c'est un master, mais c'est un niveau plus élevé. Aux États-Unis, c'est plus un doctorat. D'accord. Si je te donne le titre en français, c'est Sciences du conditionnement physique et de l'exercice physique. Ok. En gros, ça va un peu plus loin. C'est vraiment tout ce qui va être la préparation physique, mais tu vas vraiment étudier le mouvement au niveau scientifique. Hein. Ok. En tant qu'entraîneur. Oui, tu peux, mais tu vas vraiment beaucoup plus loin encore. Ouais. C'est la science appliquée au D'accord. conditionnement physique Ok. et à l'activité physique. Ok. Ça veut dire que tu peux l'utiliser et pour faire du conditionnement physique. Un truc comme Quelqu'un ça. qui veut, par exemple, améliorer sa condition physique, Mhm. quelqu'un qui veut faire de la musculation, tu peux vraiment travailler même avec un bodybuilder s'il le Ok. faut, ou des sportifs de haut niveau. Mhm. Mais vraiment tout ce qui va être le développement des qualités physiques, D'accord. tu vois, des qualités musculaires et des qualités physiques. Ok. Donc c'est là que tu vas apprendre aussi. Côté entraînement, quoi. Voilà, tu vas renforcer vraiment toutes tes connaissances en aérobie, anaérobie lactique, anaérobie lactique, D'accord. explosivité, Ok. etc. D'ailleurs, j'avais fait un mémoire, mon truc de master, c'était un mémoire que j'avais rédigé sur l'explosivité. Ok. C'était sur l'optimisation de l'entraînement pour l'explosivité, où j'avais fait de la... Je me rappelle, tu m'avais. Ah bon? Tu m'avais coaché sur ça. Ah voilà. Tu m'avais coaché sur ça. Dans le cadre du volley, justement, pour gagner en explosivité et tout. On avait pu travailler Ok. un petit peu. On n'a même pas travaillé longtemps, je me Non, on rappelle. n'avait pas travaillé longtemps. C'était juste avant, peut-être 3-4 mois avant la compétition, un truc comme ça. Et quoi. tu te rappelles que tu volais? Bien sûr que oui. Je m'en J'ai rappelle. même gardé, je pense que j'ai même gardé. Ça se garde aussi. Mais il faut avoir une. Dans De- l'entretien. Ça peut se perdre vite. Oui, mais il faut avoir de l'entretien si on a toujours. Ça dépend de tes l'entretien. activités, vraiment. Ok. Parce qu'en gros, si on rentre dans le sujet, Mhm. il y a un débat sur les fibres. Ouais. Question de fibres rapides, fibres Lente. lentes, fibres mixtes et fibres de type 1, type 2, type 2B. Ok. C'est des fibres Ouais, musculaires. ouais. Et en fait, tu as des gens qui, de base, ont, Ses capacités. voilà, qui de C'est base ont déjà une, comment te dire, génétiquement, ils ont déjà un avantage Mhm. sur le type de fibre musculaire. Donc, tu as des personnes qui vont être plus endurantes de base L'autre, ouais. que d'autres, et tu as des gens qui vont être plus explosifs Ouais, ouais. de base que d'autres. Tu as des gens qui, sans s'entraîner, vont avoir une bonne détente, par exemple. Ah, j'en connais. Je suis pas celui-là. Hein. Moi, il m'en faut. Il m'en faut. Il m'en faut. Tu dis qu'il t'en faut, Oui. Oui. mais peut-être que par rapport à d'autres personnes, tu as peut-être aussi déjà une prédisposition plus développée. Peut-être aussi, je sais pas, parce que j'ai commencé tôt à travailler cela aussi, Mhm. donc je peux pas, actuellement, je peux pas dire en fait, est-ce que je l'ai eu naturellement ou pas. Même avant de commencer le volley, mon frère faisant du volley, il avait des programmes bien spécifiques pour ça. Je faisais aussi avec lui, quoi. Ok, d'accord. Moi, j'ai commencé tard, mais j'avais clairement une prédisposition pour Le saut. l'explosivité. L'explosivité. Tout ce qui était vitesse explosif, Mhm. l'endurance, j'ai jamais été très endurant. Ouais. De base, hein, je Mhm. dois le travailler et ça me fait vraiment forcer de le faire. Ok. Alors que tu vas me dire de travailler sur des sprints, Ouais. sur des sauts,
Et même en musculation, sur des charges lourdes, tu vois, là, j'ai repris le sport cette semaine, j'ai été une fois, hein, Ok. après plus d'une année. Ok. Je soulève plus que des gens qui sont là Ouais, pendant des toute années. l'année. Parce que j'ai une prédisposition musculaire à ça. Ok. Je me rends compte, après, ça va dépendre des groupes musculaires. Par exemple, je vais certes avoir une prédisposition pour le faire sur, par exemple, sur les jambes. Ouais. Si je prends les quadriceps, je vais pouvoir soulever lourd sur de l'extension de jambes. Ok. L'exercice, tu fais ça Ok. comme ça. D'accord. Je peux mettre la machine au maximum alors que je n'ai rien fait pendant des années. Ok. Alors que le haut du corps, il y a des exercices où je ne vais pas soulever lourd, où je n'ai pas de prédisposition, par exemple, pour le développé couché. Ok. Alors que pour les tractions, je vais pouvoir C'est- prendre assez lourd. Ouais. Tu vois, donc le dos, je vais pouvoir soulever lourd même sans Ok. faire beaucoup d'exercices. Mhm. Alors que Les Les pecs. pecs. devant, ouais. je ne vais pas pouvoir pousser lourd si je ne me suis pas entraîné. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Et donc, quand je te disais, ça se conserve ou pas, ça va dépendre de ton activité quotidienne, de ce que tu fais tous les jours. Ok. Si tu es un Kenyan et que tous les jours, Du coup, tu cours pendant des heures pour aller à l'école, tu favorises pas tes fibres rapides. Ouais. Et c'est pour ça que les Kenyans sont de bons marathoniens, parce que quand tu es depuis tout petit comme ça, tous les jours, tu cours pendant plusieurs heures aller-retour, forcément, tu développes tes fibres lentes. Après, il y a tout le côté cardiovasculaire aussi qui rentre joue, en jeu, ouais. qui entre en jeu. Mais tu vois, tu vas vraiment sur les fibres lentes D'accord. que tu vas Ok. développer beaucoup plus. Par contre, si dans ton activité quotidienne, tu es quelqu'un qui fait des mouvements plus explosifs que d'endurance, ben, même sans t'entraîner, tu vas quand même garder un peu plus. D'accord. En fait, c'est très contesté. Parce que tu as des gens qui disent qu'en fait, tu peux avoir des gains, mais tu peux perdre très vite, dès que tu restes à ne rien faire. Ouais. Et tu as des gens qui disent que selon ce que tu fais, tu peux avoir des transformations durables de Ok. ton type de fibre. Donc, il n'y a pas de consensus encore bien dessus. D'accord. Ok. Après, le corps humain, il est différent en fonction de tout un chacun et je pense que on n'arrivera jamais au bout de la chose. Hein. On ne saura jamais tout, quoi. C'est clair. Parce que deux personnes explosives, par exemple, vont arrêter de s'entraîner au même moment. Ils vont reprendre au même moment. Je suppose qu'il y en aura une qui sera plus explosive que l'autre à ce moment-là de la reprise, quoi. Donc, Ouais, mais pour ça, il faut en revenir justement à ta vie quotidienne. oui. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup un travail de bureau, qui est assis toute la journée, Si on prend les mêmes cas, on fait cette expérience. c'est ça l'idéal. Ouais, ouais, ouais. L'idéal, quand tu fais une Ils ont le même expérience, boulot, Ouais. même train de vie. ben là, il faudra Voilà. aller regarder du côté de la génétique. Ouais. Mais bon. Et je t'ai parlé de l'épigénétique la dernière fois. C'est bien de se dire que rien n'est déterminé à l'avance. Ça veut dire que tu as la génétique, même si tu es désavantagé, entre guillemets, à la base, mais en travaillant, Tu peux combler ce. tu peux changer l'expression de tes gènes. Oui, ouais, ouais. Et l'épigénétique, il faut se rappeler que c'est l'expression des gènes. Il y a la génétique, où la génétique, c'est les gènes, donc c'est la carte de tes gènes, Ouais. c'est le livre. Tu as un livre, c'est tes La gènes, notice, quoi. c'est ton livre. Et à une époque, on disait que la génétique, c'était déterminé, c'était fini, que... Voilà. Et l'épigénétique, c'est de se dire justement Qu'on peut changer. que ce livre, c'est comment tu vas le lire. Tu vois, c'est l'expression de tes gènes. Ok, Tu vas ouvrir le même livre, mais tu vas pas le lire de la même façon. En fonction de comment tu vas le lire, ok. Même vois- si c'est le même livre entre deux personnes. même si c'est le même livre. Ok. Non, mais c'est jamais le même livre. Parce que Ça, les c'est gènes, vrai. entre deux personnes, c'est jamais pareil. Ouais, ouais. Le meilleur exemple que j'aime, c'est tu as une grande plaque en bois Ouais. avec plein d'ampoules dessus, avec 100 ampoules dessus, Ok. et chaque ampoule a un interrupteur à côté. Et ça, c'est tes gènes. Et toi, en fonction de tes habitudes de vie, ce que tu fais, comment tu penses, comment tu manges, Allumer, ça va te- ton environnement extérieur, ton environnement intérieur, tu vas choisir quel truc tu allumes et Ampoule quel que truc tu- tu éteins. Ok. Donc à la base, tout est allumé en fait. Non, Non. non. De base, justement, on ne contrôle pas ça. Ok. Il y a des choses qui sont allumées, des choses... On prend l'exemple de la maladie. Hein. Tu as une maladie génétique, tu as deux personnes qui ont ce gène-là, par exemple les drépanocytaires, tu as le gène du drépanocytaire, vous êtes frères ou sœurs, enfin peu importe, frères et sœurs, et tu vas avoir un chez qui ça s'exprime et l'autre non. Bon, ils n'ont pas choisi, Ouais. c'est pas l'environnement. Mais après, tu peux avoir une influence dessus. C'est juste que nous, on ne maîtrise pas encore tout. Ouais. On ne maîtrise pas encore. Tu disais hein, que c'est vaste, que l'être humain. Mais on a déjà vu que on peut changer l'expression des gènes.
Ok. Il y a des gens qui ont... On peut la modifier, on peut. Ouais. Ouais. T'as des gens qui ont éteint le Ouais. truc. Ils ont éteint l'ampoule. Mhm. Il y a des gens qui ont allumé d'autres ampoules. Ouais, ça peut se faire sur plusieurs formes, que ça soit mental, que ça soit de l'ordre physique, pouvoir transformer ça. Bah, surtout, ça veut dire qu'on n'est pas limité. Ça, c'est top. Ouais. Bon, on est parti dans la... De le côté activité physique, ton Exactement. doctorat. Mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on aime tous les deux. C'est pour ça qu'on est parti là-dedans à fond, là. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on aime tous les deux. Mais tu vois, d'ailleurs, ça sert. Regarde, je fais très peu d'activité physique. Ouais. Très peu, hein. Mais actuellement, est-ce que tu es dans ce domaine? Non, Est-ce que je ne suis pas dans ce domaine actuellement. Ouais. Mais je garde toujours connexion avec ça. Mhm. C'est-à-dire que je lis toujours de la recherche Des articles là-dessus. dessus, ouais. Je m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Tu vois, Ouais, je j'aime vois. ça. Mhm. C'est vrai, j'aime vraiment ça. Mais je te dis, regarde, j'ai plus de 40 ans et tu te rends compte que bon, on n'a pas tous les mêmes dispositions. Mhm. Je suis d'accord, donc on va pas vraiment mettre ça sur le tapis. Mais néanmoins, quel que soit ton âge, quand tu sais quoi faire, quand le faire, comment le faire, c'est plus facile. Ouais. Ouais, tu n'es pas dans le flou, en fait. Voilà, si tu sais que par exemple, comment il faut te nourrir, parce que je sais pas dit, dans le diplôme américain, on t'apprenait aussi Nutrition et nutrition, et j'ai repassé un autre truc. Là, c'est une certification tout. Ok. d'un des gars les plus reconnus en nutrition aux États-Unis. Ok. On avait des espèces de gros livres comme ça qu'on recevait, et il y avait des vidéos en ligne, on apprenait des trucs, et on passait des examens en ligne D'accord. pour la certification en nutrition. Il y avait 3 niveaux, et il fallait payer, évidemment. Et quand tu passes ça comme ça en ligne, c'est reconnu sur le continent européen et tout? Ben, le Oui, il faut diplôme en avoir des conditionnement physique, oui, il faut quand même faire des correspondances. Ouais. Ok. La certification, je ne suis pas sûr. D'accord. Mais pareil, hein, c'est parce que j'ai pas fait de correspondance. Ok. À vrai dire, le pire, c'est que je l'ai même pas fait dans une optique de pouvoir travailler pouvoir travailler avec. C'est juste parce que ça Voilà, t'intéresse. juste pour mon plaisir. Tu te rends compte? Ouais, C'était ouais, même ouais. pas l'idée que je vais en faire quelque chose et tout. Ok. C'est vraiment que ça me passionne tellement que D'apprendre j'ai et payé de pour ça, en voir, fait. voilà, c'est Voilà. ça. Et j'ai Ok. vraiment appris des choses que je Mm. trouvais pas forcément partout. Ouais, je comprends. Et donc, je voulais te dire que juste le fait de savoir quoi faire, ben, tu vois que c'est une grosse incidence. Par exemple, tu veux perdre du poids et tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils font la bonne chose, mais qui n'arrivent pas à en perdre parce que juste ils savent pas quoi faire ou juste ils font ce que tout le monde fait. Ouais. Alors, tout le monde n'est pas pareil. 2 personnes qui font la même chose ne vont pas forcément Perdre de la même manière. perdre de la même manière, mais il y a des grands principes. Le plus grand principe qu'il faut retenir, c'est au niveau hormonal, c'est-à-dire que ta manière de penser et ce que tu manges, ça a un impact sur tes hormones. Et l'impact que ça a sur tes hormones, ça va avoir une incidence sur ta prise ou ta perte de poids. D'accord. C'est très important. Donc, c'est pas l'inverse. Ce ne sont pas tes hormones, puisque bon, je suis quand même certaines personnes, certains clients qui prennent ça pour des excuses, en fait, que leurs hormones les empêchent de perdre du poids. En se disant, en fait, que ce sont les hormones, leurs gènes et tout, qui font qu'ils ne perdent pas de poids. Alors que ce sont, comme tu dis, ce sont leur manière de penser, d'analyser la chose, et surtout leur nutrition aussi, qui agit sur leurs hormones et qui va faire qu'ils vont, au contraire, prendre du poids, gonfler, et etc. Alors, ouais, c'est ça. Alors, le dérèglement hormonal, ça peut venir de quelque chose. Ça veut dire que oui, ils peuvent avoir un dérèglement hormonal qu'ils n'ont pas décidé d'avoir. Ouais. Mais il faut se poser la question d'où ça vient. Parce qu'un dérèglement hormonal, ça peut venir d'un stress quotidien, chronique, notamment souvent quand tu as... Des maux de gorge, Comment s'appelle l'organe que tu as là? la pomme d'Adam. Non, j'oublie. J'ai un trou de mémoire. Mais tu as un organe ici qui est très important et qui a un impact sur tes hormones qui est très important. J'oublie, mais bon, on le mettra après. Je te donne un exemple parmi d'autres. Donc, ça peut venir du stress. La preuve, hein, tu as des gens qui deviennent diabétiques après un choc émotionnel, qui n'ont aucun problème de diabète Hyper tendu. et qui deviennent diabétiques. Alors, je parle bien de devenir diabétique. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Hein. Ça veut dire qu'ils développent du diabète. On peut parler aussi du diabète gestationnel, quand une femme devient enceinte et tout. Tout à fait. Moi, je ne te parle même pas de ça. Des gens qui, tout simplement, Ils ont appris quelque chose, ils ont subi quelque chose. un choc et que- émotionnel, Ouais. pas de diabète. On va se montrer que une émotion, un choc, un stress, parce qu'un choc émotionnel, c'est un stress, Ouais. peut Déclencher. dérégler tes hormones Ok. et déclencher une maladie. Et est-ce aussi facile de faire l'inverse? Je pense, je sais pas. En fait, je veux pas dire que c'est ni facile ni difficile. Parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est facile et il y a peut-être des gens pour qui c'est difficile. Ouais. Je pense que tout va dépendre de à quelle intensité tu vas croire. Ok. Ta croyance, foi. ta foi.
La foi. Tu peux croire en quelque chose et ça ne va pas, entre guillemets, te sauver. Ça ne va pas te guérir. Ouais. Tu peux croire intensément et ça ne marche pas. Mais quand même, la personne qui croit intensément que c'est possible Va vivre mieux, a quand je même trouve. plus de chances que ça fonctionne qu'une autre personne. Parce que on ne se rend pas compte de ça, mais ce qu'on croit influe sur notre physiologie. Sur notre manière d'être au moment présent, en fait. Ouais, C'est... ça influe sur notre physiologie. La physiologie, ça veut dire vraiment l'homéostasie. Comment notre corps se maintient en vie, en bonne santé. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Hein. Et donc, tout ça pour dire que tu m'as posé une question. Je pense vraiment que c'est possible. Après, il n'y a pas de science toute faite de ça. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Mais néanmoins, ça agit. Ça veut dire que si tu es négatif dans ta tête, tu penses toujours à mal ou tu penses toujours que tu n'as aucune chance de t'en sortir ou que ça ne va jamais changer, tu as plus de chances d'avoir un impact De négatif rester dans cela. sur ton homéostasie qu'un impact positif. Ouais. Tu veux que je continue? Non, on va continuer, on va continuer. Et puis, ouais, là, tu nous as fait part de tes diplômes au niveau du sport. Et tu as continué dans quoi par la suite? Qu'est-ce qui t'a mené, en fait, à être ce que tu es actuellement? OK. Alors, ce que je suis actuellement, on ne va pas entrer dans tous les détails de ce que je pas de fais, problème. mais on va prendre une partie de ce que je fais. Alors, donc, comme ma mère était malade et que je devais, donc déjà la vie n'était pas facile, hein. Donc il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais je suis déjà resté sans manger pendant une semaine, parce que je ne le dis pas ici pour que les gens compatissent, qu'ils aient pitié. C'est pas pour ça que je vous dis ça, hein. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est pas marqué sur le visage des gens, parce que les gens ne le voyaient pas sur mon visage, les gens ne savaient pas. J'ai même été à la rue, les gens ne le savaient pas. Ça n'a pas duré longtemps, mais les gens ne le savaient pas. Quand je mangeais pas, les gens ne le savaient pas. Puisque tu continues à avoir tes activités. Peut-être que les gens voyaient que j'avais des chaussures. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais des chaussures. J'avais tellement pas d'argent que ma semelle était fendue à plusieurs endroits. Et je marchais, tu sais, la semelle fendue. Donc si tu me voyais, tu voyais que ma semelle s'ouvrait. Ok, d'accord. Mais des chaussures, pas des baskets, des chaussures de travail, quoi. Au tout départ, quand j'avais créé mon entreprise et que j'allais à des rendez-vous, j'avais pas encore d'argent. J'avais même pas d'argent pour acheter une paire de chaussures. Je me rappelle une fois, je devais postuler à un poste, il fallait joindre une photo, j'avais même pas d'argent pour aller faire des photos. Ça t'a pas empêché d'aller faire tes entretiens quand même et puis de pouvoir postuler à droite à gauche, quoi. Non, ça m'a pas... Mais c'est juste pour... Je veux juste parler de ça pour dire que les choses sont pas définitives. C'est que j'ai connu ça, mais quand on connaît ça, on a le choix. C'est soit on fait rien, on se plaint du monde entier, on crache sur les gens qui ont, par exemple. Ça ne nous avance pas à grand-chose, en fait, parce que tu continues à rester dans la position à laquelle tu es. Ouais, c'est ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, là, il vaut mieux envisager le meilleur pour nous, même avec très peu, se dire que, bon, allez, je vais faire une action qui pourrait m'emmener à avoir une autre vision de ma vie, quoi. Ouais, et souvent, on va dans la société, on le voit tous les jours, par exemple, qu'on n'a pas d'argent, qu'on critique les riches et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a toujours tendance à penser que les autres, ils ont en nous volant quelque chose. Que si quelqu'un est devenu riche, c'est qu'il a pris de l'argent que nous, on aurait pu avoir. Ouais, on le souvent. Alors qu'en fait, tu vois ça dans la société, hein, même au niveau politique, quand les gens pensent qu'il faut aller prendre sur les riches, il faut taxer plus les riches, etc. En fait, c'est comme si on s'écartait soi-même de la richesse en se disant qu'en fait, c'est pour les autres, premièrement. Mais la deuxième chose surtout, c'est que, je parle de ma position et je crois que tu as la même, on a déjà discuté toi et moi, je crois que tu as la même position aussi, c'est qu'en fait, il vaut mieux être content pour les autres quand ils réussissent. Et s'inspirer de ça, à la limite, on peut aller demander à quelqu'un comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as réussi, avoir peur de ça, quoi. Plutôt que de cracher sur les gens parce qu'ils ont des choses qu'on n'a pas. J'ai déjà été dans des situations avec des gens que je connaissais avant qui avaient plein de choses, qui avançaient bien dans la vie. Moi, j'étais dans une situation... J'avais rien. Pas un seul moment, j'en ai voulu à quelqu'un et même j'étais jaloux. Moi, je suis tout à fait la même chose. Et franchement, si je peux donner de moi, de ma personne,
de ce que j'ai, on parlait du savoir, peu importe, je suis prêt à donner sans vouloir qu'on me redonne à côté. Mais je sais qu'en donnant, c'est pas la personne forcément qui va me redonner, mais je vais l'obtenir ailleurs et autrement. Ouais. Donc voilà, on va pas s'étendre sur cette période-là, forcément, et puis on va faire d'autres podcasts. Du coup, je me suis demandé comment je pouvais gagner de l'argent en étant le plus disponible pour ma mère, puisqu'elle était restée dans des hôpitaux, dans des centres. Ça me demandait beaucoup de temps, c'était très compliqué. J'ai commencé à m'intéresser au business en ligne en 2002-2003. Et j'ai vu qu'il y a un monsieur qui s'appelait Christian Godefroy, qui est décédé depuis, qui est un Suisse et qui montrait aux gens comment gagner de l'argent en ligne en vendant des produits dématérialisés en ligne, de l'information, concrètement. Ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Mais c'était déjà il y a plus de 20 ans. D'accord. Et pas grand monde ici s'est intéressé à ça. Il y a forcément des gens qui s'y intéressent en même temps que moi, puisque tu ne peux pas être le seul à t'intéresser à ça. Mais j'avoue que ce n'était pas un truc qui était très démocratisé. Même en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et on a un Guadeloupéen qui très tôt aussi a fait beaucoup d'argent dans ça. Je vais te parler après de ça. Et donc, Christian Godefroy, avec lui, j'ai appris le copywriting. Le copywriting, c'est la science d'utiliser les mots, surtout à l'écrit, pour faire les gens passer à l'action. Donc, on va dire, c'est ce que tu vas utiliser dans des rédactions publicitaires, ce qu'on appelle des lettres de vente. Les lettres de vente, aujourd'hui, tu vas aller sur des sites où tu vas acheter un produit. Tu vas avoir une page qu'on va appeler une page de vente. Tu vas avoir une vidéo de vente où tu expliques le produit, surtout quand ils vendent de la formation, de l'information, en fait, du dématérialisé. Et tout ce qu'il va te dire dans la vidéo, c'est du copywriting. La façon dont il va s'exprimer, les mots qu'il va utiliser, c'est des mots pour te faire passer à l'action. Parce que le vrai but du copywriting, c'est de juste te faire passer à l'action. Ça peut être te faire t'abonner à une newsletter, ça peut te faire cliquer sur un bouton. Il y a une forme de... Les gens vont parler de manipulation, mais c'est plutôt de l'influence. Et ça peut être bien mal utilisé, comme toute chose. Donc, des gens peuvent mal l'utiliser pour te vendre des choses dont tu n'as pas besoin, mais des gens peuvent bien l'utiliser pour te faire progresser, te faire lever des limites que tu as, pour te faire passer, prendre une décision que peut-être tu n'aurais jamais pris, que tu restes dans la procrastination. C'est ce qu'on appelle la PNL aujourd'hui? La PNL, c'est encore autre chose. Programmation neurolinguistique, c'est encore autre chose, mais ça joue aussi sur les mêmes mécanismes. En fait, ça utilise les mêmes mécanismes. Parce que le copywriting, tu utilises beaucoup la science du comportement. C'est beaucoup comment l'être humain il fonctionne, de la base des bases. Que ce soit émotionnellement et autres. Et on se rend compte que l'être humain, même si la technologie évolue, l'être humain n'a pas évolué vraiment dans sa façon de réagir. Ses prises de décision avec les 3 cerveaux. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Cerveau reptilien, cerveau, etc. Et c'est pour ça que, pour résumer, toutes les décisions qu'on prend, elles sont émotionnelles. Il n'y a aucune décision qui est logique. Hein. On se dit toujours on prend des décisions logiques et tout, mais en vrai, la décision, elle est d'abord émotionnelle et on la justifie par la logique. Donc, du coup, ça t'a amené à à faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu aimes déjà actuellement? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui... Donc, j'ai fait du copywriting. J'ai commencé par faire de l'affiliation. Ça veut dire que je vendais des produits dématérialisés d'autres personnes et je percevais une commission à l'époque. Donc, exemple, il y a une plateforme qui s'appelait ClickBank, qui était une plateforme à l'époque où c'était que des produits américains. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Quand quelqu'un achetait le produit, moi, je percevais une commission. J'avais un lien d'affilié. Donc, j'avais en place une stratégie pour faire de la publicité sur Facebook et que les gens arrivent jusqu'à la vente, mais avec mon lien d'affilié qui faisait que je touchais une commission et que ClickBank m'envoyait un chèque. À l'époque, hein, c'était un chèque américain. Donc, je recevais une espèce de chèque papier, un gros chèque qui n'a rien à voir avec nos chèques, que je devais aller déposer à la banque, qui prenait des commissions sur le chèque. Voilà. Après, ClickBank a évolué. Ils ont eu des produits français. Après, ils ont permis les virements. Aujourd'hui, il y a d'autres plateformes d'affiliation. Donc, j'ai commencé par ça. Après ça, j'ai fait des sites Internet. Pareil, hein, j'ai appris tout seul. Mais à l'époque, pour faire des sites Internet, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as des plateformes où c'est du copier-coller.
D'ailleurs, même aujourd'hui, quand je fais un site, je favorise d'avoir des plateformes où c'est du copier-coller, Ok. un maximum, parce que je peux faire des sites de A à Z, mais quand tu regardes le gain de temps que tu prends à le faire avec des plateformes adaptées, donc j'ai commencé par faire des sites avec WordPress, qui est un CMS, c'était pour faire plutôt des blogs. Ok. Et pour WordPress, à l'époque, c'était plutôt pour faire des blogs. Mais tu pouvais le personnaliser, il y avait tellement de plugins et de choses que tu pouvais, et en allant jouer dans le code, et puis modifier des trucs dans le code et tout, tu pouvais le personnaliser et faire des sites qui ne ressemblaient pas à des sites WordPress. Ok. Et après ça, donc après les sites, j'ai vendu de la formation, et après ça, j'ai vendu du coaching. Parce que j'avais fait tellement de choses, j'avais appris tellement de choses dans la création d'entreprise entre-temps. J'avais accompagné tellement de monde, j'avais aidé tellement de monde à vendre des choses, à créer des entreprises, à analyser les statuts juridiques, à me débrouiller pour les impôts, pour les trucs, que tu sais, tu apprends des choses. Et donc, tu peux faire de deux personnes gagner du temps. Donc après, je suis devenu plus consultant, coach. Je mets les deux parce que je fais, jusqu'à aujourd'hui, je fais un peu des deux. D'accord. Aujourd'hui, je peux dire que je suis à la fois consultant, coach, freelance, prestataire. Parce que dans ce que je vais faire, il y aura un peu de consulting. Le consulting, c'est plus, on te demande un truc, comment le faire. Toi, tu analyses, tu dis à la personne comment le faire. Donc, tu vas analyser ce qui va pas, etc. Tu vas proposer des solutions à proposer des solutions. Voilà. Il y a plein de façons de faire. Le coaching, c'est plus tu vas accompagner la personne, mais tu vas la pousser à trouver ses propres réponses. Ok. Mais le coaching et le consulting, c'est très proche. Je n'arrive pas à faire purement l'un ou l'autre. J'ai jamais réussi. C'est un mélange des deux. Les deux. Je fais les deux. Et en fonction de ce que tu as aussi devant toi, tu peux adapter, quoi. Ouais. Et ensuite, le prestataire, pareil. En fait, je fais les trois parce que je suis d'avis que dès que tu peux déléguer quelque chose qui n'a pas de forte valeur ajoutée pour toi, quand je dis pas de forte valeur ajoutée, hein, je comprends bien. On a tous une zone de génie. Par exemple, tu lances une entreprise, tu fais des massages. Tu dois plus te concentrer sur faire des massages que faire ton site, que faire ton marketing, pub, que faire ton truc. Quand tu n'as pas les moyens, tu fais tout. voilà. Quand tu n'as pas les moyens, tu dois apprendre un peu à faire. En fait, quand tu n'as pas les moyens, tu dois apprendre à faire Un peu de tout, quoi. les 20% qui vont, le petit peu qui va t'apporter le plus de résultats. Tu dois optimiser. Tu ne vas pas tout faire, mais tu essaies d'être efficient. Ouais. Mais dès que tu as les moyens, Délègue. tu dois déléguer certaines choses et te concentrer sur ta zone de génie. Si tu es masseur, tu dois te concentrer sur le fait de masser. Ouais. Et tout ça pour dire que c'est pour ça que je suis aussi un peu prestataire, parce que du coup, il y a des choses que je sais faire, que j'aime bien faire, et que peut-être que ce n'est pas intéressant de déléguer à ce moment-là, à ce stade-là. Ok. Donc, Tu vois vas faire directement. Voilà, donc je vais faire directement. Parce que j'ai la compétence pour le faire, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui aura peut-être une meilleure compétence de le faire, parce qu'il y a des compétences qui sont entre guillemets rares. Le copywriting, bon, je dis, tu as ChatGPT qui peut t'aider à le faire. Tu as OpenAI, tu en as plein d'autres. Claude, c'est des intelligences artificielles, des IA. Donc aujourd'hui, tu as des IA qui peuvent t'aider. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais néanmoins, une IA ne sera toujours aussi performante que par rapport à la personne qui pose des questions. Ça veut dire qu'on va lui demander la formule et comment on le lui demande aussi. Voilà. Le mot qu'on va employer. Ça veut dire que la qualité des réponses de l'intelligence artificielle va dépendre de la qualité des questions. Donc, si tu as quelqu'un qui sait dans quelle direction aller, qui sait quelles sont les bonnes questions à poser, il va aller plus loin que l'IA qu'une personne qui va l'utiliser pour faire la même chose, mais qui n'a pas forcément cette connaissance-là. D'accord ? Donc, même si tu as l'IA, tu n'iras jamais aussi loin qu'un vrai bon copywriter, par exemple, dans du copywriting. Par exemple. Et est-ce que ça te satisfait ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu prends plaisir à le faire? Est-ce que déjà, niveau financier, ça te permet d'être mieux actuellement? Alors, déjà, aujourd'hui, c'est vrai que cette activité-là, je ne suis pas à fond là-dessus. Ça m'a aidé au niveau financièrement. Aujourd'hui, ce n'est pas mon activité principale. Par contre, ça pourrait le redevenir un jour parce que j'aime beaucoup ça. Et
Par contre, tout ce que j'ai appris, ça m'aide beaucoup tous les jours. Alors, j'ai créé des entreprises des fois en 2-3 jours sans savoir à la base comment faire le statut de ce type d'entreprise, sans rien savoir. Ok. La capacité la plus intéressante à développer, c'est la capacité à apprendre des choses. Je crois que quand tu développes cette capacité, en fait, elle s'améliore. Un exemple simple, quand tu vas apprendre à utiliser des logiciels et que tu as pris tellement l'habitude d'utiliser des logiciels différents et que tu as eu, on parle de plus de 20 années dans mon cas, plus de 20 ans, où tu as dû à chaque fois apprendre, Chercher, tout. apprendre voilà, par toi-même sur des logiciels différents. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, par rapport à une personne qui n'a pas eu cette expérience-là, demain, on te donne un nouveau logiciel, tu auras une capacité. Comment chercher, tu seras plus à l'aise en fait. C'est ça. Tu seras plus à l'aise. C'est-à-dire que tu as acquis une capacité transversale qui est que même si ce n'est pas le même logiciel, Tu as déjà cette expérience. tu vas apprendre la main plus rapidement parce que tu as appris à apprendre à maîtriser des logiciels. Et je crois que la capacité la plus importante, c'est d'apprendre à apprendre. Je pense même que là, je me fais tilt même par rapport à l'école. Je pense que c'est ça en fait, cette capacité à vouloir apprendre, pas forcément le contenu qu'on nous donne, mais cette démarche qu'on a à soit à retenir certaines choses, à voir de nouvelles choses. À force de faire ça, en fait, on aura cette facilité derrière à comprendre et analyser plus vite certaines choses. Ouais, le seul problème de l'école, selon moi, c'est que tu vois, quand tu apprends à apprendre sur des choses concrètes, que tu mets en application, tu développes vraiment cette capacité. Maintenant, quand tu apprends que de la théorie, que tu ne mets pas forcément en pratique, est-ce que tu développes vraiment cette capacité? Parce que là, tu fais du théorique. Mais tu vois, c'est ça le problème de l'école, c'est qu'on apprend beaucoup de choses théoriques et pas assez de choses pratiques. Ça veut dire que les choses théoriques qu'on apprend, on devrait les mettre en pratique. C'est pour ça qu'il y a des écoles comme les écoles Montessori. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils apprennent des choses dans la pratique. Ils apprennent déjà à faire les choses du quotidien. Les tout petits enfants là, de 5 ans, ils apprennent à faire la cuisine, ils apprennent à faire la lessive, ils apprennent à mettre une table, ils apprennent à faire du jardinage, ils apprennent de la vie de tous les jours. Ouais. Et je crois que j'ai vu une émission sur ça, pas forcément les écoles Montessori, mais c'est un système d'éducation en fait qui, en mettant les enfants dans les situations de la vie quotidienne, ça leur permet de s'ouvrir à toutes les tâches qu'un adulte fait et qui prennent conscience plus vite de la valeur des choses. Ouais. Et tu te rends compte qu'il y a des choses pratiques qu'on devrait apprendre depuis tout petit. Exemple, si tout petit on nous apprenait l'éducation financière, t'imagines, tu rentres à l'école en maternelle, on t'apprend à compter, mais dans l'optique de retrouver une certaine liberté. Et on va te dire, voilà, on va t'apprendre qu'en fait, quand tu as tant d'argent, tu peux le multiplier en l'investissant. Et que tu as des investissements qui sont plus ou moins sûrs, tu as des investissements qui sont plus ou moins risqués, qu'il faut trouver une manière d'équilibrer. T'imagines que dans ton éducation de tous les jours, dans toute ton évolution à l'école, on te parle de ça, on te parle d'éducation financière. C'est un exemple parmi d'autres, parmi plein de choses. Imagine que pendant tout ce temps-là, on t'apprend à faire des... Tu vois, on a toujours mis de côté le manuel. Imagine qu'on t'apprend à faire de la maçonnerie, on t'apprend à construire une maison. Depuis tout petit. Depuis tout petit. On t'apprend à faire l'électricité. Les bases, voilà. L'électricité de la maison, la plomberie, les trucs, depuis tout petit. Tout le monde aurait eu... Et que dans cet apprentissage-là, on en profite pour t'apprendre des vraies connaissances. Parce que de toute façon, pour faire ça, tu dois savoir des choses. Ouais. Pour faire de la maçonnerie, l'affaire droite, tu dois savoir utiliser la perspective. Une règle, un truc, tu vas apprendre la perspective, ne serait-ce que ça. Le niveau, la perspective. Tu as des principes fondamentaux, des lois universelles que tu vas intégrer. Tu pourras réutiliser de manière transversale dans d'autres domaines. Ouais. Donc, tu vois, pour moi, le problème de l'école, c'est vraiment c'est du bourrage de crâne, de choses qui, des fois... n'ont pas d'utilité. Concrètement, c'est pas le... Je ne dis pas que ça n'a pas d'utilité, mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Et pour moi, c'est ça le problème de l'école. Ouais. Donc, on était où? Au niveau financier, que toutes tes activités te permettaient d'avoir un bon train de vie,
actuellement, quoi. Ouais. Alors, concrètement, vous pouvez faire mieux que moi. Honnêtement. Alors, dans mon cas, je ne vais pas chercher d'excuses, mais je suis parti avec des handicaps. Hein. Pas d'éducation financière, même pas qu'on commence à travailler, que tu es déjà dans la galère, tu pars déjà avec des dettes, parce que quand ma mère est tombée malade, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une maladie orpheline, et donc très mal prise en charge par la sécurité sociale. Ce qui veut dire que Fallait débourser. des fois on te dit que la prise en charge de ce mois-ci, ça fait 5 000 €. Donc mauvais départ. Okay. Enfin, je ne veux pas dire mauvais départ, on va dire départ handicap. Ouais. On a déjà dit que l'handicap, ça ne détermine pas le résultat final. D'accord ? Et on ne cherche pas tous à avoir le même chemin, d'ailleurs. Donc, handicap qui a fait que, voilà. Mais honnêtement, je pense que attends, je vais zoomer sur moi. Si vous êtes chez vos parents, que vous commencez à travailler, au lieu d'aller vous faire plaisir et d'aller acheter des trucs du bling-bling, je vous donne un conseil. Investissez pendant que vous êtes chez vos parents. Ouais. Pendant que vous êtes là, que vous avez à manger sous la table, que vous avez un toit, même pour créer une entreprise, c'est le meilleur moment. Ouais. Le meilleur moment, c'est quand vous êtes chez vos parents, quand vous n'avez pas encore d'enfants, que vous n'avez pas encore vraiment de famille, que vous devez vous en occuper. Donc ça prend beaucoup de temps. Le meilleur moment, et je vous dirais même, que pendant que vous êtes encore étudiant, Commencer. vous pouvez déjà commencer. Aux États-Unis, vous avez des enfants qui créent des entreprises. Il y a une petite fille là qui a créé des bonbons. La fille, elle a quoi ? Elle a même pas 10 ans. Elle est multimillionnaire si elle n'est pas déjà milliardaire. Elle aimait manger des bonbons, mais elle savait que ce n'était pas bon pour les dents. Alors elle s'est demandé comment je peux faire pour pouvoir manger des bonbons en même temps que ce soit bon pour mes dents. Et c'est la première qui a créé donc des bonbons qui sont bons pour les dents. Des bonbons, donc le bon goût sucré des bonbons, mais qui en même temps... Non, mais c'est comme si tu brossais tes dents en fait. Ok. Donc en fait, qui entretiennent la santé de tes dents. D'accord. Et l'enfant, 10 ans, 12 ans, je ne sais plus quel âge elle a, peut-être que j'exagère, peut-être qu'elle a 14 ans. Mais mineur, multimillionnaire. Et supporté par ses parents. Ah oui. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge. Si vos enfants ils ont un projet, arrêtez de leur dire « t'es trop jeune, tu ne peux pas le faire, arrête de rêver ». Pourquoi tu veux faire ça ? Cherche un travail plus valorisant, plus... Ce sont des peurs, on va dire, hein. Des peurs qu'on leur donne et demain, ce sera compliqué à s'en échapper, quoi. C'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment encourager nos enfants, qu'ils ont des idées, des choses, même si des rêves, ça nous paraît farfelu, machin. Les encourager. C'est ça. D'une manière, on sait très bien que ça va encore évoluer. Ils sont tout petits toujours. Donc, ça va forcément évoluer dans la vie de tous les jours. Ils vont rencontrer d'autres personnes. Ils auront d'autres activités, d'autres idées. Et ne pas leur dire que c'est pas possible, quoi. Ouais. Si, c'est possible. Mais oui. Un exemple, cette semaine, à l'école, j'ai un enfant qui s'est mis à escalader la rambarde en soi. Franchement, je le regardais, il maîtrisait tous ses gestes. C'est un petit ninja où tu as les tatis qui vont avoir les gros yeux, tu vas tomber, machin. Moi, je lui ai dit, c'est pas l'endroit pour pouvoir faire ça. C'est très bien j'ai vu que tu maîtrisais ce que tu faisais, c'est pas l'endroit. C'est interdit dans l'enceinte de l'école, mais voilà. Mais j'ai quand même pas encouragé son geste à l'école, mais lui dire que je lui ai pas dit que c'est pas bien ce qu'il vient de faire, quoi. C'est pas là pour le faire, mais je vois que tu as des capacités. Des choses, voilà, quoi. Et tu peux peut-être aller, tu peux lui dire, est-ce que tu as déjà testé l'escalade ? Est-ce que tu as déjà testé telle chose? Petit garçon en maternelle, il avait 3-4 ans. Oui, mais alors... Non, mais c'est déjà une ouverture sur le futur. Oui, il entend parler de ça, peut-être qu'il ne connaît pas. Tu dis oui. Il va voir ses parents, voilà. escalade, voilà. Ça. Non, mais en gros, nous devons encourager nos enfants et les soutenir. Et si vous avez un enfant chez vous qui vous dit je veux me lancer dans un domaine, ben, plutôt que lui dire ben non, dites-lui ben ok, allons regarder ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on voit où ça commence, mais on ne sait pas où ça va arriver. C'est ça. On ne sait pas où ça va arriver. Ouais.
Peut-être que cet enfant, ça va être le meilleur plombier du monde. Ouais. Ou bon, sans comparaison. J'aime pas dire le meilleur du monde. En tout cas, ça va peut-être être pour lui sa carrière. Le départ d'une grande chaîne ou je sais Voilà, pas c'est quoi. ça. Peut-être que ça va changer sa vie. Ouais. Alors que si tu lui dis non là, il va faire un truc qu'il aime pas. Il va fermer directement cette porte. Il va peut-être gagner sa vie. Il va peut-être gagner sa vie, mais il sera peut-être pas passionné. C'est ça. C'est ça. Donc Ouais. il va faire un truc alimentaire. Tous les jours, il va se lever, aller travailler en mode zombie. Parce que On le voit tous les jours. Hein. Exemple d'une personne qui avait tous les moyens aujourd'hui, ben, il a peut-être eu cette éducation qui le force à être médecin, par exemple. Il est devenu médecin, mais il est un médecin qui n'a aucune âme de vivre, quoi. ouais. Il reçoit du monde et il reçoit du monde juste histoire de recevoir du monde pour gagner son argent. Mhm. Mais au final, ben, quand il rentre chez lui, ben, il est pas heureux, quoi. C'est ça. Mm. Bon, après, le bonheur, c'est une grande... Oui. Ouais. Mais néanmoins, on est toujours plus heureux qu'on fait un truc qu'on aime. Nous sommes d'accord. Ouais. Donc, autant encourager C'est nos ça. enfants. Ouais. Et ne pas se limiter vraiment, que tout est possible. Nous sommes en Guadeloupe, mais ce n'est pas parce que nous sommes en Guadeloupe. Surtout aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, avec ce podcast, je sais qu'à un moment donné, on va faire des petits tutos, des petits trucs. Et moi, ça va me plaire, par exemple, d'apprendre aux gens, à tout le monde, à utiliser des choses comme de l'IA. Le démocratiser pour ne déjà pas rester à la traîne, mais ensuite pour ouvrir le champ des possibilités. Parce qu'on a le choix de se dire, mon avis sur l'IA, c'est que je trouve que je n'aime pas le côté où on met l'IA avant les êtres humains. Ça veut dire qu'on regarde que les profits que cela rapporte. Mhm. Et du coup, il y a plein d'emplois qui ont Sont- déjà été fermés, Mhm. remplacés par de l'IA. Et ça, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas cette partie-là. Par contre, j'aime le côté où, je te prends un exemple, notre introduction et notre générique de « Et tous les autres jours » a été fait en partie avec de l'IA. On n'aurait pas pu faire un générique de cette qualité. Ouais. C'est pas un générique aussi professionnel que si c'était un pro. Mhm. Mais pour débuter, on s'est Ouais. dit, on ne dépense pas beaucoup d'argent pour débuter. C'est ça. C'est normal. Oui. Je vous invite à vous réfléchir comment dépenser le moins possible quand vous débutez. Ouais, ça nous a fait gagner en argent et Et- en temps aussi, Et quoi. peut-être pas en temps, parce qu'en temps, en vrai, si on avait l'argent de payer quelqu'un, ça irait plus vite. Oui. Parce que le temps que ça a pris de le faire quand même, je me suis tapé des petits trucs de montage, donc je peux vous dire. Mais néanmoins, on aurait les images que l'IA m'a générées. Ouais. Franchement, si tout seul, j'aurais fait un générique, mais ça n'aurait pas été de cette qualité. Bon, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en pensez de notre générique. Carrément. Et oui. Alors, on pourrait se dire, oui, mais en fait, c'est quelqu'un que tu n'as pas payé pour le faire. Mais en fait, non, parce que j'aurais juste pas fait de générique. Pour commencer. Mhm. On aurait pu. Mais cet argent-là, c'est pas intéressant de le mettre sur ça. Mhm. Parce que le générique, c'est pas un truc primordial. Là, on l'a fait parce qu'on pouvait le faire. Ouais. Mais si tu réfléchis à si on avait de l'argent, Bah, vaut c'est mieux ça. qu'on le mette dans de l'équipement. Mhm. Entre faire un générique et faire de l'équipement, vaut mieux qu'on achète de l'équipement que d'acheter un générique. Ouais. Mais aujourd'hui, demain, ça ne nous empêche pas, quand on a cet argent à investir, de se dire on paye quelqu'un pour faire un générique, Ouais, je vois. faire un Mhm. meilleur générique. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous savez quoi? Il va utiliser l'IA aussi, mais comme c'est un professionnel, il va aller plus loin que nous. Mm. Et il va faire un meilleur générique que nous. Ouais. Parce qu'il va utiliser l'IA. Donc, on a le choix aujourd'hui de se dire, ah oui, comme moi, hein, j'aime pas trop ce côté-là, je mets ça de côté et rester à la traîne. Hein. Mhm. Parce qu'il ne faut Oh, pas je se vois. leurrer. Le monde continue à avancer sans nous. Hein. Oui. Nous ne sommes pas indispensables et voilà. On sera remplacé d'une manière ou d'une autre, d'une manière. Voilà, donc vaut mieux apprendre à l'utiliser, d'accord? Mhm. Se dire, ok, je ne vais pas le mettre au centre, je laisse l'humain au centre, dans mon cas, je laisse l'humain au centre, mais j'en fais un outil quand même qui me permet de faire des choses. Ok. Et aujourd'hui, on a donc beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes qui peuvent créer des choses en se servant de ça. Ouais. Et quitte à après aller investir de l'argent dans ces mêmes choses pour aller se professionnaliser dedans. Ouais. Donc, c'est un exemple, il y a. Mais si je peux dire que vraiment, il ne faut pas se limiter, il faut ouvrir son esprit, qu'il y a plein de choses à faire. En Guadeloupe, il y a encore plein de choses à faire. Donc, nous sommes arrivés aujourd'hui. Hein.
Ça a commencé quand j'étais petit. Franchement, on a sauté. Pas mal d'étapes. On peut pas. On peut Pas pas. tout dire, tout décrire. On peut pas résumer plus de 40 ans de vie. En plus, moi, j'ai eu 40 ans de vie mouvementée. J'ai des amis qui ont grandi avec moi à Grand Camp. On s'est peut-être perdu de vue entre-temps et tout. Mais quand on s'est retrouvés, je prends un exemple de Ludovic Cancel. Et on parlait une fois, on s'était retrouvés dans une station-service avec d'autres amis de la cité. Et quand je leur racontais ce qui s'était passé, les gars me disaient, mais en fait, je vivais à côté de toi, mais je ne savais pas ça. Hein. Les gars, ils étaient hallucinés. Des fois, nous avons des gens qui vivent à côté de nous, On n'imagine pas ce qui vivent des choses difficiles, et on n'imagine pas ce que les gens vivent. Oui. C'est pas marqué sur le front de Tout quelqu'un. à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on doit éviter d'emmerder les gens aussi. Je suis tout à fait d'accord. Quand les gens viennent travailler. Oui. Ouais. Parce que on ne sait pas ce que quelqu'un vit au quotidien. Des fois, on emmerde les gens. On voit quelqu'un, sa tête ne nous revient pas ou un truc et on s'en prend à la personne alors que tu sais pas ce que vit la personne chez elle ou dans son quotidien. C'est vrai. Et on va être étonné de sa réaction parce que ça sera peut-être démesuré Par face exemple. à la chose alors oui. que vous savez pas Par exemple, pourquoi elle a réagi comme ça. Quoi. tu as vu le spot qu'on passe en ce moment là sur le harcèlement? Non. T'as pas vu? J'ai vu ça récemment sur Facebook, je crois. Mais c'est un spot média, hein. C'est un spot qui passe à la télé, certainement. C'est un spot qu'on a fait pour sensibiliser à l'harcèlement. Dedans, on raconte une petite histoire. Je crois que c'est des collégiens. Hein. Collégiens ou lycéens, je sais pas trop. On te montre à chaque fois des situations, comment elles arrivent. Par exemple, tu as un à la fin, il est avec son flingue, et bim. Il tire sur... on te montre pas l'image, on te montre juste qu'il sort le flingue et t'entends... Ils mettent l'écran noir et puis t'entends bim. Okay. Mais en fait, quand tu regardes l'histoire, le gars, il se fait harceler tous les jours. On prend sa tête, on met sa tête dans les WC. Et à la fin, on voit que lui, il est venu avec son gun. Et c'est lui qui va passer. Non, mais alors, on peut pas... Oui, on va pas dire que son action était voilà, bonne. on peut pas justifier ça et dire que c'est OK. Ouais, mais... Ce sont les conséquences. Tu vois d'où c'est parti. Les antécédents. Et il était vraiment harcelé. On lui menait vraiment la vidéo, le gars. Au bout d'un moment, il pète un câble. Il y avait d'autres petites histoires comme ça. On te montre des situations qui dégénèrent. Et c'est vrai que tu sais pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Donc, j'invite tout un chacun à essayer d'être plus aimable et bienveillant. Bienveillant, c'est le bon mot. Justement, cette semaine, j'ai une formation sur ça. La bienveillance? La bienveillance au travail. OK. Et pas au travail. Au travail, on nous propose cette formation-là. Déjà, pour être dans la bienveillance, il faut déjà arrêter d'être dans le jugement, je pense. Parce que, en vrai, on juge tellement. On voit quelqu'un, on le juge, on le connaît même pas. Je dis que tout part de la façon déjà qu'on se voit nous, qui va induire en fait à comment on va voir l'autre. Hein. Parce que si on n'arrive même pas à s'accepter nous, on ne peut pas accepter quelqu'un d'autre. Si la personne a peut-être un plus que nous, on n'a pas, ben on va essayer de le dénigrer pour juste essayer de le rabaisser, pour faire augmenter notre estime de nous-mêmes. Parce qu'au fond de nous, on a ça, quoi. On se voit les gens mal, donc on ne peut pas voir les gens autour de nous meilleurs que nous. On ne va pas pouvoir l'accepter, ça. Ce que tu dis là, ça me rappelle des choses aussi. C'est vrai. C'est vrai que, comme tu disais, tu as beaucoup de personnes qui vont rabaisser les autres pour mieux s'accepter eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que si ils arrivent à te baisser ton niveau et même à faire que les autres te baissent le niveau, la façon dont tu es vu, hein, te voient moins, te rabaisse, on pourra mieux les voir. Socialement. Pour eux, c'est... Alors, pas forcément des fois mieux les voir, mais carrément, eux mieux se voir eux-mêmes. Ça veut dire que, par exemple, il est plus facile d'être entouré de gens qui ne font rien et de se regarder dans son miroir et de se dire « tout va bien » que d'être face à des gens qui font des choses mais qui se bougent vraiment, qui se battent vraiment pour faire avancer des choses. Et limite, tu trouves que c'est carrément exceptionnel. Et de te retrouver dans ton miroir, tu te dis, waouh, mais en fait, non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Et plutôt que d'accepter, de te remettre en question, soit d'accepter que tu fais rien, que tu acceptes que c'est ce que tu veux dans ta vie, que
tu veux ne rien faire. Alors certes, c'est pas une critique, il n'y a pas de problème. Soit tu acceptes ça et tu reconnais que les autres à côté, eux, vraiment, ils font avancer les choses et tout. En tout cas, ils se battent pour le faire et que tu acceptes que tu n'as juste pas envie d'être dans cette mouvance-là, tout simplement. Ou soit tu n'as pas envie de rester dans le truc, tu as envie aussi de faire des choses, tu t'en inspires et tu y vas. Mais la troisième solution où tu te dis, non, mais ces gens-là, en fait, ce sont des imbéciles. Ces gens-là, c'est ci, c'est ça. Enfin, tu les juges juste pour, en fait, pouvoir les rabaisser. Et quitte si tu peux faire d'autres personnes rallier à ta cause et les rabaisser et faire admettre dans ton crew que cette personne, voire exclure cette personne-là de ton crew pour faire vraiment que ce soit une mauvaise personne. Et là, ouais, tu te regardes dans ton miroir, tu te dis, mais en fait, c'est moi le meilleur. Je suis bon, en fait. Mais on fait que se mentir à soi-même. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas solutionné le manque qu'on a au fond de nous. On l'a juste remplacé par ce côté où on a humilié l'autre, on prend plaisir à cela, alors que notre bien-être personnel, il n'est pas atteint, quoi. Et tôt ou tard, on sera toujours confronté à ça. Ces personnes-là, ils sont confrontés à ça. Ils ne seront jamais satisfaits, ces personnes-là. Donc après, c'est pourquoi que moi, je dis qu'il y a le karma. Il y a des choses qui vont leur arriver et qui ne pourront pas s'en sortir parce qu'ils n'ont pas appris, en fait, ils n'ont pas pris la bonne initiative de se dire « je suis comme ça, mais il faut que je change, il faut que je gagne en estime au lieu d'écraser l'autre ». Mais non, ils n'ont jamais appris à faire cela. Donc, un moment, ils n'auront plus peut-être l'entourage qui les aidait à prendre cette conscience-là. Et bien, quand ils tombent vraiment de haut. Ils tombent vraiment de haut et se relever, c'est parfois plus compliqué qu'il n'y en a. Ouais. J'appelle ça faire la politique de l'autruche. C'est le même type de choses quand, par exemple, tu veux pas te remettre en question. Quand tu te poses toujours en victime et que tu accuses toujours les autres de tous tes malheurs. Pour moi, c'est un peu la même chose. Tu fais la politique de l'autruche, c'est pas moi, c'est toujours les autres. Tu peux être victime de quelque chose, mais dans toutes les situations, te dire ce n'est jamais moi, c'est toujours de la faute des autres. Et ne jamais te remettre en question, je mets ça dans le même lot. Faire la politique de l'autruche. Mais le pire, c'est que tu dis que oui, tu tombes, mais il y a des fois où c'est juste que il y a des personnes dans ton entourage à qui tu vas réussir à faire croire ça au départ. Mais avec le temps, ces personnes-là vont se rendre compte que tu les as manipulés ou alors qu'ils se sont trompés. Et là, bon... Au final, tu vas te retrouver tout seul dans ton film après, derrière. Ouais, peut-être pas tout seul. Mais tu n'auras plus personne, en fait, à qui parler. Tu ne voudras plus parler à personne. Tu auras toujours... Oui, il y aura toujours quelques... Mais en fait, ça sera le même crew. Ils auront le même fonctionnement. Ouais. Mais comme tu dis, dans ce crew-là, il y aura des personnes qui vont prendre conscience et qui vont, au fur et à mesure, s'écarter de cette personne-là. Puisque quand même, on gagne, qu'on le veuille ou non, on gagne quand même en sagesse, en maturité. Tout le monde ne reste pas au même niveau. Je dirais même, tout le monde évolue pour moi. Tout le monde évolue. Donc, après avoir pris conscience... certaines personnes vont sortir dans cette mouvance-là, vont se dire qu'ils ne veulent pas y rester, même s'ils ne vont pas avouer à la personne à qui ils ont fait du mal conjointement que voilà ce qui s'est passé, mais il ne restera pas en fait près de la personne qui a fait partir la chose. Et au fur et à mesure, cette personne-là, elle aura quasiment plus personne. Il y aura des personnes en moins, donc elle va se sentir un peu amoindrie tôt ou tard. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est oui, certes, il y aura toujours du monde qui va... C'est-à-dire que le crew, en fait, ceux qui vont continuer à penser pareil vont rester ensemble. Ceux qui vont évoluer vont soit sortir ou soit, en fait, graviter. Parce que des fois, tu peux être des gens que tu apprécies quand même, donc tu vas graviter, mais tu seras plus... tu n'auras plus les mêmes valeurs profondes. Mais le crew, il va se réalimenter. Avec d'autres personnes. Donc, non, c'est ça en fait. C'est ce qui se passe. Parce qu'il va toujours chercher à trouver d'autres personnes qui le valident. Il ou elle, hein, il général. Hein. C'est pas forcément un homme. Et c'est justement là où c'est intéressant d'avoir des échanges avec différentes personnes. Parce que là, nous sommes deux. Mais t'imagines, on a une troisième personne qui voit encore différemment, qui a d'autres expériences. D'autres expériences. Et ça te permet comme ça d'ouvrir ton esprit et de voir les choses. Quand on reste trop souvent avec soi-même à se raconter ses propres histoires,
se croit. On n'évolue finir pas. par- Oui. On se raconte des histoires. Tout le monde se raconte des histoires. Même nous, Oui, des fois, on se raconte des bien histoires. sûr. Et des fois, on a besoin d'être confronté à la réalité, soit par rapport à quelqu'un d'autre, ou soit par rapport à un événement qui arrive, pour te rendre compte que tu t'es raconté des histoires. Ouais. Des fois, c'est la vie. Hein? La vie, blip, te met dans une situation. Bon, ton histoire, là, on va y remédier. Non, mais c'est vrai. Mais quand on va inviter deux, trois personnes, Ouais, ça va, bien sûr. ça va encore plus bouger. Et on aura d'autres visions. Ce sera intéressant, franchement, s'ouvrir à d'autres expériences. Peut-être qu'il y aura des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues sur cet angle-là et qui va nous pousser à grandir, à changer un petit peu, quoi. Ouais. C'est comme ça que j'évolue. Hein. C'est vraiment dans l'échange et des fois en voyant d'autres choses. Je porte beaucoup d'attention à ça. Quand quelqu'un me raconte quelque chose, on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais ne serait-ce que écouter Échange. comment la même situation, vous la voyez. La pomme, c'est une pomme, mais vous ne la voyez pas sous le même angle. Ouais. Toi, tu ne vois pas l'autre côté de la pomme qui est mangée peut-être, dans ton angle. Ou le ver de terre, tu ne le vois pas, il est de l'autre côté. Le trou, il a été creusé de l'autre côté. Et lui, il est de l'autre côté, il voit le ver de terre, il te dit, il y a un ver de terre dans la pomme. Et tu dis, non, il n'y a pas de ver de terre dans la pomme. Mais lui, il sera obligé de... Tu vois, de mais qu'est-ce que changer, vous en faites? fait. Vous changez. Donc ça veut dire que toi, tu te déplaces, te mets à sa place. tu te mets de ce point de vue, d'accord? Ouais. Donc, tu vas te déplacer, tu vas... Ah, effectivement, il y avait ce ver de terre que je ne pouvais pas voir. Et lui, quand il va se déplacer, effectivement, tu ne pouvais pas voir ce ver de terre. Donc, on va se comprendre. On va On se va comprendre. comprendre la position qu'on avait au départ. C'est ça. Et maintenant, on va aboutir, en fait, à une perspective commune pour se dire que cette pomme-là est un ver de terre. Et même des fois, si on n'est pas d'accord à la fin qu'il y a un ver de terre ou pas, au moins, si tu écoutes sincèrement l'autre, on peut toujours se comprendre. Bon, Mais, là, mais pas forcément tomber d'accord. pour ne pas voir le ver de terre, ça va être compliqué. Mais bon, Exemple, dans cet oui, exemple-là, c'est un c'est pas exemple, possible. oui. Si tu as pris le temps de te déplacer de ce point de vue, Ouais. tu dois le voir. Sinon, c'est que tu t'es pas levé de ta chaise. Ouais. Et c'est une image pour dire que souvent, Oui. on est assis dans notre chaise et on ne se lève pas. Ouais. Il suffit juste Ouais, qu'on de se notre lève de position. notre chaise pour ouvrir notre esprit, en fait. Tout simplement. Ouais. Donc, levez-vous de votre chaise. Levons-nous de nos chaises. C'est ça. Et à- Sortons de notre, Voilà. de notre position. on va Ouais, dire. de nos habitudes. La zone de confort, la fameuse zone de confort. C'est ça. Je critique pas la zone de confort. Hein. Oui, parce que c'est une zone en fait qu'on doit y être un moment Ouais. pour pouvoir se régénérer, gagner une certaine énergie, Ouais. en fait, se retrouver avec soi-même. Et par moment, il faut y sortir pour pouvoir voir et agrandir cette zone de confort-là. Puisqu'on aura de nouvelles situations qui, demain, ne seront pas des zones qui seront nous perturber. Puisqu'on a grandi, en fait, cette zone-là, elle est plus grande actuellement. Parce qu'on est un jour sorti de cette zone-là, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une zone plus vaste. Et les changements se produisent en dehors de la zone de confort. Mm. Tant que tu es dans la zone de confort, il n'y a pas de changement. Ouais. Après, comme je dis, la zone de confort, elle peut être nécessaire. Oui. Tu peux y revenir, Oui. mais il faut savoir transiter, ça veut dire rentrer dans la zone et ressortir. Ouais. Et l'idéal, c'est de savoir voyager entre les deux. Et comme tu dis, quand tu sors, tu l'agrandis un peu, tu reviens dans ton confort si tu veux, mais à un moment donné, si tu as envie de faire évoluer les choses, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ta zone de confort. Ouais. Parce que tu peux pas, comme dit Einstein, tu peux pas avoir un résultat différent si tu fais les mêmes toujours choses. les mêmes choses. Tout à fait. Et pour faire des choses différentes, ou faire les mêmes choses différemment, il faut avoir une So- action différente. il faut sortir de ta zone de confort. Pardon. Tu vois, on fait un podcast aujourd'hui. On n'a jamais fait ça avant. Moi, j'ai déjà fait des vidéos avant. Ok. Moi, non, pas du tout. Parce qu'avant, je t'ai dit, j'ai vendu de la formation. Donc, j'ai Ouais. fait des vidéos de formation. Mais ce n'était pas du tout la même chose. Ok. C'était des vidéos sans micro, avec micro-cravate. D'accord. Et ce n'est pas le même montage. Ce n'est pas du tout la même Ok. chose. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est des compétences transversales qui servent pour ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Parce Oui. qu'on a mis en place assez rapidement. On est complémentaires. Et, mais ce que je veux dire par là, c'est que on sort de notre zone de confort. Ouais. Moi, le premier, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais dernièrement, j'ai été faire un karaoké. Je me suis aperçu, en fait, depuis des années, hein, je me suis aperçu qu'au micro, je ne comprenais pas comment je parlais. En tout cas, là, on est à 1h34. Ouais. Je crois qu'on a déjà bien échangé. Oui, on a bien échangé. Pour terminer, Mhm. si tu pouvais, allez,
3 qualités. 3 qualités. Ouais, chez toi. 3 qualités chez moi. Ouais. Persévérance. Ouais. Mais je dirais même que des fois, ça peut limiter de l'entêtement. C'est que des fois, je suis têtu. Et là, ça va être le défaut. C'est que je vais m'entêter avant de comprendre qu'il ne faut pas Faut pas m'entêter. aller jusqu'au bout. Mais je ne critique pas cet entêtement parce que c'est cet entêtement qui va me faire voir que des fois, j'ai raison de m'entêter. Et tu ne peux pas le savoir à l'avance. Ah ben non. Tu ne peux pas le savoir à l'avance. Parce qu'à un moment, c'est vraiment de l'entêtement. Ok. Mais tu ne peux pas le savoir à l'avance. Donc la persévérance, voire de l'entêtement, qualité, qualité, qualité. Qualité, je dirais, comment je pourrais dire ça? C'est pas la compassion, c'est l'empathie. Je ne dirais même pas que j'essaie de me mettre à la place des autres. C'est comme si c'est quelque chose de naturel. Tu te mets automatiquement à la place. C'est pour ça que j'étais un bon copywriter et que j'ai appris ça vite. Parce que quand tu fais du copywriting, plus tu as la capacité de te mettre à la place de l'autre, et notamment en business, quand par exemple tu vas rédiger une page de vente, un argumentaire de vente, plus tu auras la capacité à te mettre à la place de ton avatar client, c'est-à-dire que ton client idéal, entre guillemets, les problèmes qu'il rencontre, la vie qu'il mène, les difficultés, les solutions qu'il aimerait avoir, enfin vraiment à un niveau émotionnel, Ok. plus tu es capable de lui apporter une réponse adaptée. Ok. Et l'empathie, vraiment, je crois que c'est un truc qui est naturel, qui est depuis vraiment tout petit. Ça a été un défaut dans le sens où tu es comme une éponge, où tu peux prendre les émotions des autres, mais tu ne sais pas encore t'en protéger. Et où à un moment donné, quand tu sais gérer ça, ça devient une force. Parce que tu peux mieux comprendre les gens. Et Sans pour autant prendre. sans pour autant leur- prendre, mais mieux les comprendre et mieux les aider. Ouais. Imaginons que tu as un problème et que tu parles avec quelqu'un et tu as quelqu'un en face de toi qui est complètement froid et qui, tu lui parles, mais en fait tu te rends compte que la personne n'en a rien à faire de ce que tu lui racontes. Je vois tout à fait. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Tu vois, ça c'est difficile pour quelqu'un. Alors que tu as quelqu'un en face de toi qui te parle et tu as l'impression que la personne te comprend. Tu vois? Ouais. Qu'elle te comprend et que même si elle n'a pas vécu ce que tu vis, mais que la personne est en capacité de comprendre ce que tu ressens. Ouais. Et c'est là où je parle d'empathie parce que la compréhension ne se fait pas qu'au niveau intellectuel. Elle va au niveau aussi émotionnel, où tu peux comprendre ce que la personne ressent. Donc je dirais l'empathie. On a dit persévérance, empathie. Troisième, qualité. Bon, si c'est une qualité, franchement, ma capacité à apprendre. Je pense que si tu demandes à les gens qui ont fait l'école avec moi, les gens qui travaillent avec moi, et souvent, même, ils se trompent sur moi en pensant que je suis uniquement quelqu'un d'intellectuel. Récemment, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui me disait, je lui montrais une cuisine que j'avais montée, tout seul, et que j'avais jamais fait ça avant. Hein. J'ai dit, ouais, j'ai jamais fait ça avant, mais j'ai regardé YouTube. Et pendant que je montais, je regardais YouTube, je regardais des tutos. Et elle voyait le truc est propre. Elle me dit, waouh, mais c'est incroyable. Elle me dit, mais en fait, pour moi, tu étais seulement intellectuel, pas manuel. Pour les gens, c'est comme si on ne peut pas être à la fois intellectuel et manuel. Alors qu'en fait, être manuel, c'est être intellectuel. Tout à fait. Parce que pour monter des trucs, il faut qu'il y ait des choses que tu comprennes. Il faut aller chercher, il faut comprendre ce qu'on te montre. Surtout en autodidacte. Moi, je sais à qui je parle, t'inquiète pas, je sais à qui je parle. Je sais à qui je parle. Temps, je vais chercher. J'aime faire les choses par moi-même déjà à la base. Donc même si ça doit me prendre, je sais pas, 2, 3, 4 jours, quelques heures, je le ferai quoi. Voilà. Je le ferai. Et on va être persévérant pour aller au bout. Ça veut dire que, par exemple de la cuisine, on ne sait pas faire. On a commencé à apprendre par soi-même, mais ça reste compliqué quand tu n'as jamais fait, qu'à la première fois. Et dans mon cas, je donne un exemple, c'est une cuisine qui devait être montée, il faut être 2 ou 3 pour la monter, parce qu'il y a des gros trucs à déplacer. Tu sais, même les trucs que les étagères que tu montes en l'air et tout. Et je l'ai fait tout seul. Ça veut dire que... Tu as trouvé des techniques, des solutions. Tu te démerdes, tu n'as personne pour t'aider, tu le fais tout seul, et c'est très compliqué. Mais on pourrait se dire, tu vois, quelqu'un qui n'est pas persévérant pourrait se dire, bon, c'est trop compliqué, je vais payer quelqu'un pour le faire. Alors, il n'y a pas de mal à payer quelqu'un pour le faire. Ce n'est pas ça le problème. Mais je pense que toi et moi, on va commencer,
On va aller jusqu'au bout. On va aller au bout. Et c'est On ira vraiment, jusqu'au bout, c'est vraiment si ultimement on peut pas. On va. Ouais. Ça veut pas dire qu'on va pas chercher d'aide. Ouais. Dans mon cas, je peux demander à quelqu'un de m'aider, Ouais. machin, tout ça, pas de problème. Mais au jusque-là. bout, on a été jusqu'au bout. Mais on va demander l'aide après avoir essayé par nous-mêmes. Ouais. Tu vois, on va chercher. On va regarder sur YouTube et on va regarder. S'il faut regarder 10 fois la vidéo, Oui. on va réessayer. J'ai pas compris ça. Comment il a fait ça? Voilà, on va faire une erreur, on va réessayer encore. Mm, mm. On va insister. Et bien ça, c'est de la Ouais, persévérance. ouais. J'ai dit persévérance, Empathie. empathie, et après ça, j'ai dit capacité à apprendre Apprendre. Voilà, dans c'est tous les ça. domaines. Mm. Et en fait, il ne faut pas se dire qu'on est soit intellectuel, soit manuel. Mhm. On est les deux. Ouais. C'est juste que c'est soit on n'a pas envie ou on a envie. C'est la rigueur après derrière. Mais c'est soit tu as envie de faire un truc manuellement, soit tu n'as pas envie. Mais c'est pas que tu es de base, tu es manuel ou pas. Hein. Ouais. Ah oui, j'arrive pas à faire les choses manuellement, je suis pas manuel. Est-ce Ben, que tu as essayé? Est-ce que tu as ne serait-ce essayé en fait? C'est juste ça. Le fait de passer à l'action. C'est le petit truc qui te dit, ben, je vais le faire. Pas que tu te dises, je sais pas faire et je fais pas. Mais est-ce que tu as essayé au moins? Tu as un gazon par exemple, tu as une tondeuse là, jamais fait, je fais pas. Tu n'as même pas 8 mètres carrés à faire. Tu sais pas faire démarrer, comme tu disais, YouTube, tu regardes la notice. Mm. C'est pas sorcier en fait. ouais, mais même si après, dans l'absolu, tu n'as pas le temps de faire ça Oui. et que tu payes quelqu'un, mais moi je parle du cas, enfin tu parles aussi, hein, on parle des cas où des gens peuvent le faire, Mhm. ils ont le temps de le faire Oui, et qu'ils le font pas. et qu'ils le font pas. Tu vois ce que tu as dit là, je ne sais pas faire, c'est un truc que je n'aime pas entendre. Mm, mm. Quand on me dit je ne sais pas faire, alors c'est pas que je n'aime pas entendre, je me reprends. C'est ok, tu as essayé, Qu'est-ce que tu as mis en place pour. tu as essayé, Mm. ok, t'as pas essayé. Tu as cherché, T'as pas non, essayé. t'as pas cherché. Tu as une notice, tu as lu la notice, non, t'as pas lu la notice. T'as eu le temps? Frère, tu viens me dire, tu sais pas faire. Et quand je te demande, ok, tu sais pas faire quoi? T'as essayé quoi? J'ai rien essayé, mais je sais pas faire. Et tu as pris un exemple de la tondeuse. La première fois que j'ai dû passer la tondeuse, je ne savais pas faire. J'avais personne pour me montrer. Mhm. Mais vraiment, hein. Et j'ai galéré au départ parce qu'en Mais fait, j'imagine. la première fois que j'ai eu à le faire, c'était avec une tondeuse qui était en panne. Ah, Et je ne ok. savais pas qu'elle était en panne. Ok. Donc, la tondeuse, quelqu'un avait mis du diesel dedans au lieu de mettre du gasoil. Mhm. Donc, Non, diesel et gasoil, c'est pareil. Ouais, du du- gasoil au lieu du samplon. du gazole au lieu du samplon. J'essaye, c'est je vois tout tout fait, fait de la quoi. fumée. Mhm. Je comprends pas. Donc, tu vois, la première fois que j'ai eu à passer le truc, il a fallu que je démonte la tondeuse. Je l'ai démontée D'accord. alors que j'avais, Mais qu'on ne sait pas, c'est ça en fait. Et tu veux que ça fonctionne. alors que je n'avais jamais tenu une tondeuse dans ma main. Ok. Et donc, j'ai dû la démonter. Aller jouer là-dedans. Chercher sur Internet des tutos de Ouais, de bah, dépannage. Jusqu'à un jour, un voisin. Alors, je cherchais toujours, hein. Oh, Et j'avais un voisin où c'était son métier pour la mairie ok. de passer la tondeuse, de faire l'espace vert, Ouais. qui est passé, et qui m'a dit, bon, en fait, la personne s'est trompée et n'a pas mis le bon machin dedans. Il faut vider, il faut vidanger Nettoyer. le truc, nettoyer, tout ça. Et je l'ai fait. Et pareil, j'ai cherché comment le faire. Hein. Ouais. C'est pas lui qui m'a montré. Ok. Donc j'ai cherché, j'ai nettoyé. Et voilà. Et après, j'ai galéré encore. Mm. Parce qu'après, c'est pas tout quand tu passes la tondeuse. Ouais. Et tu apprends au fur et à mesure. Bien sûr. Parce que tu essayes. Bien sûr. Tu peux gagner du temps Ouais. avec quelqu'un qui connaît et qui te montre. Oui. Mais je trouve que c'est une meilleure satisfaction en fait. Pas qu'on t'aide, c'est pas le fait qu'on puisse pas m'aider, mais le fait que j'ai cherché, j'ai galéré, mais au final, mon gazon il est tendu quoi. J'ai été jusqu'au bout, j'ai bien galéré. Et même, il y a même ce petit côté plaisir. J'ai pris plaisir en fait, puisque j'étais moi et moi, j'étais sur mon temps libre, tranquille, et j'ai passé mon temps à faire mon petit truc tranquillement. C'était un moment où tu te retrouves toi et toi en fait, et tu cherches la solution du problème, et puis au final, tu as réussi et tu as été jusqu'au bout, tu es satisfait quoi. Oui, mais je te prends l'exemple de quand j'ai monté la cuisine. Une cuisine complète. Quand je l'ai montée, au départ, je sortais du travail le soir, j'allais la monter, je rentrais chez moi, je retournais au travail le matin, je revenais pour la monter, etc. Et tu vois, à la fin, c'est vrai que tu as une satisfaction. Tu as une satisfaction d'avoir réussi à le faire. Mais même si tu te dis que tu ne vas pas le refaire, Pas de la même manière. pas de la on va même dire. manière, en tout cas. Parce que ce que ça m'a demandé en effort, en investissement et dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait, Mais ça m'est déjà arrivé ça. je peux te dire que je l'ai fait, mais je ne le referai pas dans les mêmes conditions. Mais je suis satisfait d'avoir Oui, fait dans tout à ces fait, conditions-là. Tout à fait, tout à fait.
d'être allé au bout dans ces conditions-là. Ouais. Tu as une forme de fierté et d'accomplissement. Ouais. Et je pense que ça t'aide aussi quand demain tu rencontres des difficultés dans la vie à te dire que tu as réussi à faire des trucs que tu ne savais pas faire et à te dire, bon ben, je rencontre une difficulté aujourd'hui, ben, je vais réussir à la surmonter. Ouais. Ça nous aide. Hein. Comme j'ai réussi à faire un truc que je ne savais pas faire. Ouais. C'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure là, voilà. On s'est déjà confronté à de nouvelles choses, et ben, la nouvelle chose de demain ne va pas nous C'est faire ça. peur plus que ça, quoi. C'est ça. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce qui est bizarre, c'est que cette persévérance, on l'a depuis qu'on est spermatozoïde. Parce que les spermatozoïdes, c'est quoi? C'est des millions de spermatozoïdes qui font la course Lutter, ouais. pour aller rentrer dans un ovule. D'accord? Et donc, tu t'es battu avec des millions de spermatozoïdes. Et t'es sorti vainqueur. Et toi, tout seul, ou avec tes frères et sœurs, si vous êtes triplés, jumeaux, etc., mais peu importe. Le pourcentage, vous vous rendez compte? Vous avez déjà forcé. Ah oui, ici, quoi. Mais c'est un combat. J'avais vu une vidéo sur ça une fois. Comme c'était un film, ils avaient montré tout ce que traverse un spermatozoïde pour arriver dans l'ovule. Okay. Et c'était un truc de dingue. Hein. Quand tu regardes ça, c'est pire qu'un parcours du combattant. Et quand tu arrives, ça relève du miracle. Ah ouais. Celui qui gagne, c'est déjà un champion. Il a déjà gagné contre des millions. Et si tu vois ce qu'il traverse, donc avant même d'être né, nous sommes déjà des gagnants, en fait. nous sommes déjà des gagnants. Ouais. Et donc, on a persévéré. Première persévérance. Après ça, on persévère pour naître. Ben, c'est notre combat. Hein. Ouais. Tu vois? Du liquide, Sortir la naissance, on dit que c'est une grosse douleur dont on ne se rappelle pas. Mais c'est un premier choc émotionnel qui est très fort parce que c'est douloureux pour le bébé. D'accord? Bon, pour la maman, on le sait. Mais pour le bébé, c'est très douloureux. Okay. Sortir d'un endroit liquide, voilà, et là tu arrives à l'air libre, je crois que c'est. Ouais, je pense que ouais, c'est pas traumatisant, mais ça doit être dur, quoi. Oui, c'est une forme de traumatisme. Changement là, parce que sortir de l'air libre, de rentrer dans le liquide, tu commences à boire de l'eau à la tasse et tout, ça fait très mal. Ouais, donc c'est l'inverse, c'est pareil. Là, c'est l'inverse, ouais. Et ensuite, un truc qui est incroyable, c'est qu'on va tomber des milliers de fois pour apprendre à marcher, on ne va jamais abandonner. Ouais, parce que c'est la suite logique. Oui, mais si on prenait l'exemple à comment on vit, quand on abandonne dès le premier échec, dès le premier essai, ouais. On n'aurait pas été bien. Et que bébé, si on faisait pareil, on n'aurait jamais appris à marcher. Donc, on serait resté à ramper toute notre vie. Ouais. Donc, l'image que je veux véhiculer, c'est qu'en fait, en abandonnant, c'est comme un bébé qui rampe, c'est comme une personne qui n'apprend jamais à marcher et qui reste à ramper toute sa vie parce qu'il a essayé 10 fois. Il n'a pas réussi. 10 fois, hein, je suis même gentil. 10 fois, il n'a pas réussi. Il a dit, bon, j'abandonne, j'apprends plus à marcher, c'est fini. Je vais ramper. Allez, m'en fous à ça. M'en fous, c'était quoi ce bruit-là? C'est moi, la chaise. Ah, ok. Tu vois, on parlait des croyances. Ben, si tu mets cette image-là dans ta tête et que tu y crois et que tu te dis, mais si j'abandonne, en fait, c'est comme si j'étais bébé, j'avais abandonné. Et tu abandonnes pas. Tu continues pas forcément à faire la même chose. C'est-à-dire que quelque chose qui ne fonctionne pas, tu rentres dans un mur 50 fois. Tu n'es pas obligé de rentrer même 10 fois dans le mur. Hein. Peut-être qu'à la deuxième, la troisième, tu passes à côté. Mais au moins, tu continues à essayer tout à fait. à chaque fois différemment. La science, c'est ça. Hein. Oui. La science, ils font des tests, ça ne marche pas, on change un facteur, on change un paramètre, on réessaie, etc. Ouais. Et après, on ne saura jamais si ça a fonctionné si on n'essaie pas. Donc, il faut essayer. Il faut essayer, il faut surtout modifier des choses plutôt que d'abandonner. C'est plutôt que de se dire ça ne marche pas, il faut juste se dire, tel que je l'ai fait, ça n'a pas marché. Voilà. Et comme disait, c'était pas Einstein, c'était, comment il s'appelle celui qui a inventé l'ampoule, entre guillemets, c'est pas vraiment lui qui l'a inventé. Mais lui disait, en fait, j'ai pas échoué 999 fois ou 1000 fois. J'ai trouvé 999 manières de ne pas faire une ampoule.
Tout dépend de la perception. Lui, il s'est mis Ouais. du côté, ben en fait, c'est juste que c'est des manières de ne pas la faire. La millième, c'était la bonne. Tu te rends compte que le gars, il a laissé au moins 1000 fois, quand même. Ouais. Et voilà où ça nous donne actuellement. Ouais, Ça permet toutes les technologies là actuellement. c'est clair. Alors, à ce qui paraît, c'est pas C'est du pas tout lui. lui. C'est pas lui, mais bon, Ok. on va juste, Ouais. théoriquement, on va rester sous Mm. cette forme-là, parce que cette histoire de... Ça serait même un Africain, apparemment. Ok. Ou si c'est pas un Africain, ce serait un Noir, pas forcément africain, je sais pas, mais il y a une histoire que, tu sais, il y a beaucoup de... Je dis Noirs aussi, j'aime pas dire ça, mais en même temps, ce ne sont pas forcément des Africains, même si leurs origines sont africaines, donc quoi dire? D'afro, machin, donc je vais dire Noir, mais c'est pas péjoratif, faut pas que les gens Ouais. le prennent péjorativement. Mais en gros, tu as beaucoup de Noirs qui ont inventé des choses de notre quotidien, Mhm. qui régissent notre quotidien, mais qui à l'époque ont été déclarés par des Blancs. Mhm. Par des Blancs, parce que par rapport à tel que c'était socialement, et soit ça a été volé par des Blancs, soit les Noirs ne pouvaient pas se déclarer en tant qu'inventeurs. Ok. Mais tu as énormément d'inventeurs noirs qui ont créé des choses du quotidien. Et je crois même que l'ampoule, que l'électricité l'ampoule, je crois que il me semble que c'était un noir. D'accord. Peut-être que je raconte des conneries, mais en tout cas, si c'est pas ça, il y a beaucoup de domaines, c'est Ok. des noirs et D'accord. il y a beaucoup d'intelligence en Afrique. Parce que des milieux difficiles, Ouais, mais ils essaient de trouver. exactement. Quand tu n'as pas les solutions, tu les cherches. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes et du coup, tu dois faire preuve de beaucoup plus d'ingéniosité C'est ça. que quand tu as C'est tout ça. sous la main. Ah, ben oui. Ben oui. Jordi, on va te Ouais. laisser le mot de la fin. Eh oui, eh oui. Donc j'espère que ce podcast vous plaira. Soyez par milliers à nous mettre un petit pouce et à nous dire, à nous faire en retour par rapport à comment vous voyez ce qu'on dit, si ça vous touche, si ça vous parle et tout. Et si on vous demandait qu'est-ce que vous ferez demain, vous nous répondrez quoi? Donc sur ce, on vous dit bonne soirée et à la prochaine. Je vais quand même rajouter quelque chose. Moi, je dirais, abonnez-vous, likez, partagez. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Et rappelez-vous que Un jour, on va mourir. tous les autres jours, nous allons vivre. C'est ça. Et ça sera toujours l'opportunité de faire de nouvelles choses. Mm. Voilà. À Ok, bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Merci. Un jour, nous allons mourir, mais chaque instant est un souvenir. Et tous les autres jours, nous allons vivre, rêver, construire et nous épanouir. Un jour nous allons mourir, mais chaque instant est un souvenir.